Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, Sophie Taillé-Polian. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénatrice Génération du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste et républicain. Vous nous direz notamment comment vous analysez, comment vous voyez ces violences urbaines qui ont frappé Chanteloup-les-Vignes ce week-end en banlieue parisienne. Durant ces 2 heures, nous ferons réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera en direct de la salle des conférences avec Fanny Conquis. Et puis, allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Jean-Philippe Moinet, bienvenue, fondateur et directeur de la Revue Civique. Jean-Philippe, vous allez nous parler de François Barouin. Oui, l'éternel jeune homme qui revient en force, dit-on. Éternel jeune homme, ça lui plaira. Marie Brémaud fait aussi partie du club aujourd'hui. Marie, spécialiste Europe. En fait, les 30 ans de la chute du mur, mais anniversaire un petit peu sombre. Oui, on est bien loin de l'espoir suscité par la chute du mur, puisqu'on assiste un peu partout à la montée des partis populistes et d'extrême droite. Et on verra ça avec vous dans un instant. Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse des livres politiques. On va parler de la chasse, Marie-Pierre. Oui, d'un président qui se balade à Chambord dans une calèche avec des pompons rouges. Oh, on sait déjà qui c'est. Dans une demi-heure, Sénat en clair. On reviendra sur ce nouveau déplacement d'Édouard Philippe en Seine-Saint-Denis. Cette fois, le Premier ministre y était pour donner le coup d'envoi du chantier du village des athlètes de Paris 2024. Mais le projet est assez controversé. On verra pourquoi. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Avant cela, les violences qui ont donc frappé Chanteloup-les-Vignes. Les habitants sont sous le choc, certains écœurés. Un chapiteau qui accueillait des jeunes pour leur apprendre les arts du cirque a été complètement brûlé. Ça fait des mois qu'il y a des dégradations dans le quartier sur fond de trafic de drogue. Édouard Philippe parle d'imbéciles et d'irresponsables. Les mots sont-ils bien choisis? On verra ça dans un instant. D'abord le point avec Cécile Sixou. De l'immense chapiteau, il ne reste que la carcasse. Samedi soir, dans le quartier sensible de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, une trentaine d'habitants cagoulés ont pris pour cible la police. Projectiles, tirs de mortier et cocktails Molotov, les individus ont incendié poubelles et lampadaires, mais aussi le centre culturel. Des violences condamnées par le Premier ministre ce matin. Il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. À droite comme à gauche, on réclame plus de moyens pour les policiers de ces quartiers difficiles. Quand ça va loin, il faut aussi qu'il puisse y avoir des policiers qui, dans le cadre légal des lois, puissent évidemment réagir. Et là, manifestement, ce qui se passe à Chanteloup, si j'ai bien compris ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas assez, donc il faut leur donner les moyens. Nous n'avons pas d'autre choix que de celui d'assurer une fermeté républicaine, mais qui passe par des actes. C'est-à-dire d'abord plus de policiers expérimentés sur les terrains les plus compliqués. Selon les premières hypothèses, les violences seraient liées à un projet de la mairie qui dérange l'économie souterraine, celui de réhabiliter un bâtiment où a lieu du trafic de drogue, mais pas seulement. Il y a cette espèce de compétition lamentable, mais qui existe, d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, avec des vidéos lamentables qui circulent, le concours étant celui qui cassera le plus de flics, il faut quand même dire les choses. Cette grande structure en bois, réhabilitée l'an dernier pour 800 000 €, sera reconstruite dans moins d'1 an. C'est en tout cas ce qu'a assuré le département des Yvelines ce matin. Allez, une première réaction tout de suite en direct de la salle des confs avec nous, avec vous, Fanny Conquis. Vous êtes aux côtés du sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bascher. Jérôme Bascher, suite aux événements à Chanteloup-les-Vignes ce week-end, le Premier ministre parle de bande d'imbéciles et d'irresponsables, je cite. Qu'en pensez-vous ? Ce sont d'abord des délinquants. Et je pense que dans ces banlieues, le problème, c'est qu'on n'a d'abord pas bien qualifié. On parle souvent de jeunes, des jeunes. Non, ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants parfois violents, des délinquants qui sont aussi des criminels lorsqu'ils font des guet-apens envers les policiers. C'est cela qui ne va pas. Il faut absolument dire vraiment ce qui se passe. Ce sont des trafiquants, ce sont des délinquants. Après, les mots du Premier ministre, ça vient en qualité au surplus. À quoi est due cette violence, cette flambée de violence selon vous ? Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, on dérange aujourd'hui les trafiquants de drogue qui veulent que ces zones restent des zones de non-droit. Donc ce sont des territoires de reconquête républicaine. Et quand je dis ça, ce n'est pas que l'État. Ce sont aussi les élus qui parfois ont eu des accommodements raisonnables. Ce n'est pas le cas à Chanteloup-les-Vignes du temps de Pierre Cardot qui avait fait beaucoup justement pour reconquérir ce territoire. Mais il y a des élus qui ont des accommodements raisonnables. Il y en a d'autres qui sont pour la reconquête républicaine. Moi, je serai toujours à côté de cela. Que peut faire l'État, que doit faire l'État ou les élus locaux? Parce que là, vous parlez des élus.
Il y a plusieurs choses. Il faut d'abord dire effectivement ce que l'on voit. C'est parfois ce qui est le plus difficile. Quand on replie dans le communautarisme, lorsque les gens sont là concentrés, qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, lorsqu'ils ont des comportements honnêtes, eh bien c'est cela qu'il faut envisager. Il faut faire ce qu'on appelle dans le logement de la mobilité dans le logement. C'est assez important parce que là, vous concentrez des gens qui ont la main mise sur un quartier avec des pauvres gens. Eh bien, il faut sortir les délinquants et les pauvres gens. Séparer le bon grain de l'ivraie, c'est un vrai acte qu'il faut mettre. Concrètement? Alors, pour cela, il faut effectivement des moyens d'investigation et pas uniquement de la présence policière montrée, mais des moyens d'investigation pour détruire les trafiquants et que la justice, là-dessus, soit extrêmement ferme. Et c'est des lois aussi qu'il faut mettre en place, des lois qui durcissent et ne pas laisser au juge l'appréciation de dire c'est un rappel à la loi lorsque vous polluez la vie de vos concitoyens. Merci Jérôme Bascher d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Et merci à vous, Fanny. Sophie Taillé-Polian, vous réagissiez déjà en plateau pendant que Jérôme Bascher parlait. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un débat autour des mots. Il y a eu imbécile, irresponsable de la part d'Édouard Philippe. Jérôme Bascher qui nous parle de délinquants, voire de criminels. Quelle est votre définition à vous de ces jeunes qui ont frappé Chanteloup-les-Vignes ? Moi, je crois que la question, elle est de la situation sociale qui est aujourd'hui celle de ces quartiers. Et on voit bien que le Premier ministre est allé en Seine-Saint-Denis pour proposer un plan spécifique à la Seine-Saint-Denis. Et on voit bien qu'en fait, il faudrait un plan général, générique, envers ces quartiers qui sont des quartiers de relégation et où voilà, on assiste quand même à une automutilation. Et ce n'est pas la première fois, puisque lors des émeutes de 2005, c'était les services publics locaux de proximité qui étaient incendiés, qui étaient attaqués lors des émeutes urbaines. Donc c'est l'automutilation, moi, ce que je vois. Après, je ne sais pas si c'est le fait de délinquants pour le trafic de drogue ou si ça, j'en sais rien. Non, mais les mots sont importants. On voit qu'on a un Premier ministre qui nous dit petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui semble ne pas plaire à la droite, qui elle, parle de criminels. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Moi, je pense que si aujourd'hui, on a une délinquance, effectivement, qui est très importante autour du trafic de drogue, c'est d'abord qu'on a une paupérisation de ces quartiers. Une paupérisation très forte depuis des dizaines d'années, qui ne va pas en s'améliorant avec le projet de ce gouvernement, qui est aussi un projet de paupérisation, mais aussi de précarisation. Puisqu'on voit que ce n'est pas le CDI qui est mis en avant dans notre économie aujourd'hui, c'est plutôt les contrats très courts, voire les contrats d'un jour. Donc on a paupérisation, précarisation d'un côté. Pour répondre à cela, il y a, et ça c'est naturel, et partout dans le monde ça se passe comme ça, il y a le développement de filières d'économie parallèle. Donc ce qu'il faudrait peut-être faire, au-delà évidemment d'envoyer des forces de police pour régler ce problème, évidemment qu'il en faut, et il faut aussi, je dirais, les équiper correctement, parce qu'il y a souvent la question des voitures, il y a souvent la question des locaux, il y a souvent la question de tous ces équipements. Il ne suffit pas non seulement d'envoyer des policiers, des agents du service public dont je salue le travail, là, qui se sont fait, voilà, mais aussi des équipements. Et puis, il faut aussi peut-être casser ces économies parallèles. Comment faire ? Certainement en ayant une politique sociale qui fait qu'on n'ait pas besoin dans certaines familles d'avoir recours au trafic pour vivre. Et puis aussi, moi je me souviens d'un candidat à la présidentielle qui s'appelait Benoît Hamon et qui parlait de la légalisation du cannabis. C'est pas uniquement pour le cannabis thérapeutique, c'est aussi pour casser ça. Parce que si on rentre dans cette logique-là, il faut savoir qu'en Europe, la France est un des pays les plus à la traîne sur ces questions, tant sur les questions du cannabis thérapeutique que récréatif. On perd des effectifs de police à traquer les consommateurs. Mais dans de nombreux pays, la consommation n'est plus pénalisée. Et au lieu de s'attaquer au trafic, et même si on organisait, l'État organisait cette vente de cannabis... Ça permettrait une rentrée d'argent. Ça permettrait une rentrée d'argent et peut-être des investissements massifs dans certains quartiers qui souffrent de cette paupérisation. Moi, je pense que ce n'est pas 200 millions ici, 10 postes, 20 postes, 30 postes, 50 postes. C'est vraiment une mobilisation pour se dire qu'il faut cesser cette économie parallèle en luttant contre la paupérisation, en luttant contre la précarisation. Et il y a un outil qu'il faut d'urgence travailler. Moi, je n'ai pas la solution magique de dire demain on fait comme ça. Mais là, il y a quand même un sujet majeur dont on ne parle jamais. À ce que nous dit Jérôme Bascher, il parle des accommodements raisonnables de certains élus face à la situation des trafics. Ça vous fait réagir, ça, d'entendre ça ?
Oh oui, parce que je crois que là, on est quand même dans une grande amalgame, on ne sait pas de quoi on parle, on lance des mots comme ça, qui sont accusateurs, sans parler de personne en particulier, de tout le monde en particulier, mais pas de ses amis à soi. Enfin bon, moi je ne rentrerai pas là-dedans. Je pense que les élus locaux, notamment dans ces villes où il y a des quartiers de ce type, eh bien ils ont beaucoup de courage et souvent ils sont à la manœuvre et ce n'est pas facile, avec un État qui s'est quand même beaucoup retiré ces dernières années. Donc je n'irai pas leur donner de leçons. On va continuer, Sophie Taillé-Polion. Vous allez réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et dans le club aujourd'hui, vous les voyez, Jean-Philippe Moinet, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois. Jean-Philippe, on va commencer avec vous. Sujet purement politique, même j'allais dire politicienne avec vous. François Baroin, un petit peu partout dans les médias ces dernières 24 heures, ça n'a pas pu vous échapper. Est-il, oui ou non, un possible recours pour LR ? Alors Rebecca, possible, oui, sans doute. Hein, on le sait, LR a beaucoup de chantiers ouverts et a une reconstruction devant lui, hein, notamment pour les prochains candidats potentiels à la présidentielle. Alors l'élection aura lieu dans 30 mois, hein, ça paraît loin. Surtout quand on sait que 6 mois avant la dernière, tout le monde disait que le candidat qui serait gagnant de la primaire de la droite allait être le prochain président de la République. Donc on a vu ce qui s'est passé, ce qu'il en est advenu. Alors, tout peut changer. Et François Baroin, comme d'autres, reste très prudent dans sa démarche. Mais il a intégré le comité stratégique de sa formation LR et on le sent dans son livre nommé Une histoire sentimentale, prêt à entretenir une relation, disons, sentimentale avec son lectorat et peut-être son électorat futur, on verra. Le hasard fait d'ailleurs qu'il y a 8 jours juste, j'étais dans sa ville de Troyes pour un débat sur la fracture territoriale, avec lui notamment, et tout le monde voyait très bien son allant retrouvé. À débattre, à argumenter sur le sujet de son livre. Hein, c'est la centralité qui écrase nos territoires. En tout cas, avec une opposition à la fois mesurée mais précise avec le pouvoir central actuel. Alors, certains sondages pour la présidentielle, ça avait lieu demain, le place avec Xavier Bertrand autour de 10-11%. C'est quand même 9 points de moins que François Fillon il y a 2 ans. Hein, mais c'est quand même un socle enviable, comme on pourrait dire, enviable pour cette famille qui était en plein désarroi et peut-être en déroute avec les européennes. On s'en souvient, 8,5%. C'était vécu comme une terrible déconvenue pour les partisans du parti LR. En tout cas, c'était un passage douloureux. Et même il y a encore quelques semaines, on se demandait dans cette famille politique s'il y avait vraiment un espace d'avenir entre l'exécutif Emmanuel Macron, Édouard Philippe, et puis le populisme flamboyant de Marine Le Pen. Sauf qu'on le sait, en politique, rien n'est jamais définitif, Jean-Philippe. Effectivement, c'est vrai, en politique, rien n'est jamais définitif ni perdu. En tout cas, c'est ce que veut croire François Baroin et quelques autres qui espèrent un retour en grâce relatif aujourd'hui, mais peut-être plus important demain. Et dans l'état-major LR, on se plaît à rappeler qu'1 an avant la présidentielle, personne ne mettait un copec sur un candidat qui n'était pas déclaré Emmanuel Macron, et que, par ailleurs, on relève dans ce même état-major que le profil consensuel de François Baroin est un plus, est un atout. Aujourd'hui, il a été chiracien du premier cercle, puis sarkozyste ardent. Enfin, il a été Fillon compatible en 2017. En tout cas, l'éternel jeune homme que j'évoquais tout à l'heure semble avoir pris un peu d'épaisseur, loin d'ailleurs du bullshit du président précédent de LR, Laurent Wauquiez, qui lui a donné aussi ce recul, une image d'une relative sagesse et de refus aussi du national-populisme d'extrême droite dont il est très allergique pour sa part. Et enfin, une distance avec les jeux politiciens, en tout cas récents, qui est encore une fois un certain atout pour lui dans l'avenir. Et en plus, contrairement à Xavier Bertrand et à Valérie Pécresse, lui, il n'a pas quitté les LR. Oui, c'est vrai, comme Bruno Retailleau, d'ailleurs, il considère qu'une certaine fidélité, permanence et constance peut aussi finir par payer. En tout cas, c'est son pari. On verra dans 30 mois quand la présidentielle aura lieu et personne ne peut évidemment prédire quelle sera même l'offre politique de la droite républicaine d'opposition, ni même comment la sélection va avoir lieu entre différentes personnalités, tant l'idée même de primaire est décriée et déjà contestée, en tout cas dans cette partie-là de l'échiquier.
dans le désarroi de LR, il n'apparaît pas moins qu'il est assez urgent d'agir pour cette famille politique, pour lui trouver un espace dans une compétition. On voit bien le duel s'est installé, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui écrase et qui met en étau cette famille politique LR. Alors François Baroin, c'est peut-être plus qu'un autre que la campagne des municipales n'est pas le bon moment pour lancer une bataille nationale, mais il prépare, il a dit d'ailleurs dans le JDD hier que ce serait pour l'après-municipal, donc c'est demain, c'est le printemps prochain. Il place des billes, il place des pions peut-être. Voilà, il place des pions, et le maire de Troyes, qui fut plusieurs fois ministre, joue aussi une modestie, la lucidité, le calme et la progressivité, sans doute pour avancer progressivement ces pions. Alors d'ici 2022, et pour finir, des étapes auront lieu, elles seront multiples, des obstacles nombreux seront à surmonter, mais l'année prochaine, je pense que pourra préparer dans les esprits cette candidature et d'autres sans doute d'ailleurs qui ne manqueront pas de se rappeler au bon souvenir de ce bébé Chirac qui est devenu quand même un quinquat désormais assez mûr pour prétendre à la présidence de la République, mais qui n'a pas pris encore beaucoup de rides ni trop de coups, mais ça pourrait venir dans l'année qui vient. Sophie Taillé-Polian, j'imagine que vous regardez un tout petit peu quand même ce qui se passe à droite, même si c'est pas votre famille politique, ne serait-ce que pour être sûr qu'il y ait une opposition à la République en marche et enfin en tout cas à cet éternel duel dont on nous parle entre la République en marche et le RN. Ça vous regardez ce qui se passe? Bien sûr, vous êtes attentif. Enfin, moi, je suis attentive à tout ce qui se passe sur l'échiquier politique. C'est très important pour comprendre la situation. Après, évidemment, j'ai pas de commentaire particulier à faire sur le choix de tel ou tel parti de mettre en avant telle ou telle de ces figures. Ce que j'observe, c'est quand même assez logique que François Baroin, qui a pris beaucoup de responsabilités en termes de direction de réseau, des élus républicains, ait une place majeure à la veille des municipales. Il a quand même beaucoup aussi travaillé sur les questions des élus locaux, donc c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça m'intéresse aussi de savoir ce qui se passe à gauche en ce moment, où en est aussi cette gauche qui se reconstruit, puisqu'on parle de la déroute de LR aux européennes, mais le Parti socialiste a connu une vraie déroute. Et est-ce que finalement, il y a un leader qui est en train d'émerger à gauche? Est-ce qu'on est en train de se préparer? Alors, moi, je ne pense pas qu'il faille attendre un leader. D'ailleurs, on attend toujours un leader, jamais une leaduse. Des idées. Ah oui. Voilà. Donc, je crois pas que ce soit la culture de la gauche. Ouais. Je pense qu'il faut d'abord que toutes ces familles politiques de la gauche, ces sensibilités, je cherchais le mot, qui composent la gauche, recommence un dialogue, et c'est en train de se faire. Ouais. Un dialogue apaisé, un dialogue serein, constructif, mais entre tous et tous. Moi, je ne veux pas d'exclusive, mais bien entendu, je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble. Pourquoi ? Parce que on l'a vu au moment des élections européennes. On a 3 blocs dans ce pays. On a un bloc d'extrême droite, on a un bloc libéral, néolibéral, ultralibéral, peu importe. Dans lequel vous mettez La République en marche. Et dans lequel je mets aussi, bien sûr, les Républicains pour la plus grande partie. Et puis, on a un bloc de gauche. Et ça, c'est à peu près 30, globalement. Mais la gauche, elle est complètement éclatée, explosée. Et je pense, moi, qu'aujourd'hui, la fragmentation est en train de se terminer et que les dialogues et les reconstructions peuvent commencer. Mais si on met comme préalable un individu... Mais alors, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Parce qu'on ne peut jamais être totalement satisfait par un homme, les idées d'un seul homme ou d'une seule femme. Un homme ou une femme charismatique, oui, mais ça aide. Souvent, ça conduit à des tentatives hégémoniques qui créent après de la division. Donc moi, je crois qu'il y a aujourd'hui, et tant mieux si ça ne se fait pas forcément devant telle ou telle caméra, beaucoup de dialogues qui se créent, personnels, entre groupes, entre différents groupes. Benoît Hamon est présent dans cette discussion. Benoît Hamon est en retrait, mais il observe la situation, bien évidemment. Par exemple, la semaine dernière, j'ai organisé une conférence de presse en amont de la proposition de loi autour du voile pour que toute la gauche, et il y avait des représentants de tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat à gauche, puissent justement montrer qu'ils faisaient front commun. Et on avait des divergences sur un certain nombre d'analyses et de propositions, mais front commun pour lutter contre le racisme. Et là, vous avez fait bloc. Hein, et là, nous avons fait bloc. Et ce sont des choses comme ça. Moi, je vois des discours qui évoluent un petit peu, des capacités à discuter qui reprennent.
européenne. Et je pense que c'est très précieux et qu'il faut, comment dirais-je, laisser les choses germer, les accompagner, parce qu'elles vont fleurir. On va poursuivre avec vous, Marie Brémaud. On va parler d'Europe. L'Allemagne et l'Europe fêtent les 30 ans de la chute du mur de Berlin, mais il faut le dire, la fête est un petit peu gâchée. Oui, 30 ans après la chute du mur de Berlin, il y a de la morosité dans l'air, voire des menaces qui pèsent sur la vie démocratique dans certains pays européens, car on assiste depuis plusieurs années à la montée des partis d'extrême droite un peu partout en Europe. Prenons le cas de l'Allemagne, un pays hanté par le nazisme et un pays meurtri par la scission des deux Allemagnes entre la RDA et la RFA. Eh bien, l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, se nourrit justement du fossé avant tout économique, encore existant entre les deux Allemagnes. Il y a une semaine, l'AfD est arrivée en 2e position lors d'un scrutin régional en Thuringe, ex-RDA, en devançant à la fois le parti conservateur de la chancelière Angela Merkel, mais également le parti social-démocrate. Et sur cette élection régionale, l'AfD, elle fait ainsi plus que doubler son score du précédent scrutin en 2014. En fait, le parti d'extrême droite, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son implantation à l'Est en jouant la carte de l'ostalgie. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'ancien eurodéputé franco-allemand Daniel Cohn-Bendit qui était ce matin chez nos confrères de France Inter. Il y a des mouvances qui sont ressuscitées en Allemagne sur une nostalgie autoritaire. Oui, il y a une nostalgie autoritaire en Allemagne de l'Est. Cette nostalgie autoritaire qui parle du bon vieux temps où l'État, justement, interdisait des tas de choses. L'AfD fait son beurre sur l'émigration. Sur l'émigration en Allemagne. Il n'y a pas d'émigrés en Allemagne de l'Est. Il y en a 3%. Et c'est là où elle est le plus fort. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nostalgie, comme le dit Daniel Cohn-Bendit, de cet État autoritaire? Je pense qu'il y a certainement une nostalgie d'une économie qu'on laisse moins libre de détruire les vies, en fait. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on observe partout dans le monde. Finalement, on a un néolibéralisme qui agit et qui réduit les espaces démocratiques. Il y a des espaces démocratiques où on n'agit plus. La monnaie, les banques centrales sont indépendantes, les traités de libre-échange, on ne peut rien faire. Et donc forcément, les peuples se disent, bon, bah, on n'a plus de démocratie, donc voilà. Et à ce moment-là, les sirènes du nationalisme, malheureusement, peuvent séduire. Et c'est la raison pour laquelle il faut refuser ce débat entre néolibéralisme et extrême droite que veut imposer en France Emmanuel Macron et dire qu'il y a une alternative qui est possible et qui est empreinte de justice sociale et de reprise en main démocratique aussi de certains instruments qui ont été volés au peuple par une certaine forme de technocratie. En tout cas, la stratégie, elle est victorieuse pour l'AfD, notamment cet été, dans d'autres élections régionales de l'index RDA, comme la Saxe et le Brandebourg. Oui, parce que ça, c'est pour le cas de l'Allemagne, mais ailleurs en Europe, ça se passe à peu près de la même manière. Tout à fait, en effet. La tendance, elle est assez générale. On voit un peu partout des pays d'extrême droite, des partis ultra-conservateurs, des partis populistes qui gagnent du terrain élection après élection, voire qui prennent le pouvoir. C'est le cas en Hongrie avec le Premier ministre Viktor Orban. En Autriche, le chancelier gouverne avec le FPO, le parti socialiste. Vous le disiez, en Italie, le parti de la Ligue de Matteo Salvini continue à séduire, même si en juin dernier, il a connu un revers. En mai dernier, c'est d'ailleurs ce parti-là, la Ligue, qui est arrivé en tête aux élections européennes, tout comme le RN est arrivé en tête aux élections européennes chez nous en France. Même au Portugal, le mois dernier, le Chega, littéralement, ça suffit, a fait son entrée à l'Assemblée nationale portugaise, une entrée certes très confidentielle, puisqu'il s'agit d'un seul député. Et maintenant, les regards ils se tournent vers l'Espagne, puisque le 10 novembre, des élections législatives auront lieu. Les derniers sondages indiquent que le parti populiste Vox pourrait devenir la 3e force politique du pays et doublerait ainsi ses sièges. Le 12 décembre prochain auront également lieu des élections législatives en Grande-Bretagne. Le pays est englué dans une crise politique majeure depuis de longs mois avec le Brexit. Et il faudra regarder avec attention notamment le score du parti pro-Brexit mené par Nigel Farage. Nigel Farage qui ne se présentera pas mais qui va faire la tournée du pays pour soutenir les nombreux candidats. J'imagine que ça vous inquiète cette situation, Sophie Taillé-Polian, cette montée des extrêmes qui a l'air vraiment inexorable. Cette montée de l'extrême droite
droite à travers le monde, je pense qu'effectivement, dans le modèle occidental d'après-guerre, il y avait deux promesses. Il y avait la promesse de la démocratie, et je viens de dire à quel point elle s'était éloignée. Puis il y avait la promesse d'une meilleure répartition des richesses. Et quand on regarde le creusement des inégalités partout dans le monde, évidemment, le compte n'y est pas. Donc c'est une révolte. Il faut entendre ce que veulent les gens. Les gens, ils veulent pouvoir participer aux décisions qui les concernent et ils veulent une meilleure justice sociale. Mais quand ils voient que ni la gauche ni la droite libérale n'apportent des réponses, eh bien, ils finissent par se tourner vers des vieilles recettes, et puis ils finissent aussi, leur colère finit par les pousser. Donc là, il y a évidemment urgence à proposer une autre issue que cette issue néolibérale, et c'est évidemment indispensable, sinon nous allons vers un grand chaos. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque à réécrire l'histoire aussi ? Je vous pose la question parce que Jean-Luc Mélenchon, à propos du mot annexion, qui a été en titre d'un article du Monde diplomatique sur la réunification, il a déclaré ceci: « Enfin le mot juste pour nommer ce qui s'est passé il y a 30 ans. C'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est lors de la chute du mur de Berlin. Un pays voisin a changé toutes les normes sociales et de propriété d'un seul coup. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de ce qui s'est passé, mais je viens de lire un livre remarquable d'un historien qui s'appelle Nicolas Offenstadt et qui a fait notamment une analyse sur la base des bâtiments abandonnés. Oui. Ce qu'on appelle l'urbex, c'est-à-dire finalement une promenade urbaine dans des endroits où on n'a pas trop le droit d'aller. Et le nombre de sites en ex-Allemagne de l'Est, qui sont laissés à l'abandon avec tout ce qu'ils représentaient, y compris d'accès à la culture, de valorisation du travail, ce sentiment d'abandon qui est reflété là dans tous ces endroits, eh bien peut-être parlent et veulent dire quelque chose. Donc une réunification peut-être mal faite, une réunification qui, je pense effectivement, n'a pas apporté les promesses démocratie et partage des richesses qu'elle a pourtant cherché à vendre. Allez, on va continuer dans le club avec Marie-Pierre Bourgeois qui est avec nous aujourd'hui. Marie-Pierre, vous allez nous parler d'un livre sur le domaine de Chambord, au lieu de la chasse politique et non pas de la classe politique. Hein. Encore que, je ne sais pas. Oui. Rappelez-vous, en 2017, Emmanuel Macron fête ses 40 ans à Chambord. Les coulisses de cet événement un peu particulier sont racontées dans un livre qui s'appelle Un Noël à Chambord, écrit par la journaliste Émilie Lanaise. Alors, l'anniversaire se veut plutôt discret. En descendant de la voiture, Emmanuel Macron croise la fine fleur des chasseurs français. Alors il y a Thierry Coste, le premier de tous ces lobbyistes, et Willy Schrein, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Donc il leur serre la main, puis après il va poser devant des sangliers morts, et puis faire un petit tour dans le parc royal en calèche avec des pompons rouges. Voilà, une âme inopportune sort une photo sur Twitter, et là la toile s'enflamme. Et pour cause, un président pris en photo en plein milieu de la chasse, ce n'est encore jamais arrivé. Comme l'écrit la journaliste du Point, le domaine de Chambord, c'est le privilège d'une élite depuis François Ier, un héritage de la monarchie absolue. Drôle de symbole, donc, pour un président de la République. Et drôle de choix. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi d'aller à Chambord, alors ? Alors, c'est pas un choix du hasard. D'abord, l'idée, c'était vraiment d'aller draguer les chasseurs. Parce que c'est bien rien n'est du hasard, jamais. Rien n'est du hasard. Parfois, il y a du hasard dans la vie, mais là, ça, c'est pas politique, ça, c'est pas du hasard. Emmanuel Macron, s'il va à Chambord, c'est vraiment pour séduire la France des campagnes. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, il y a à peu près 5 millions de chasseurs occasionnels. Et puis, autant vous dire que quand vous adressez au patron des fédérations locales de chasse, il y en a un toutes les 3 communes. Vous savez qu'a priori, votre message va bien redescendre le dimanche prochain devant le poulet frites. Un outil utile, surtout pour un parti qui est en manque d'ancrage local, ça on le sait bien, mais est-ce que ça a été efficace ? Alors ça a été même très très efficace. Écoutez ce que dit Willy Schrein dans le livre. Willy Schrein, c'est le président de la Fédération nationale des chasseurs. Il parle là, Émilie Lanaise, du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de chasseurs m'appellent, tu sais. Willy, t'as vu les taxes sur l'essence, ça ne peut pas continuer. Si je ne vais pas stopper tout de suite les chasseurs, ils étaient 500 000 sur les ronds-points et il y aurait eu des gars armés. Autant vous dire donc qu'Emmanuel Macron n'a peut-être pas eu tort d'aller grelotter devant les sangliers morts. Mais se plonger dans le grimoire du domaine de Chambord, ça dépasse de très loin cet accord entre Emmanuel Macron et les chasseurs, parce qu'à peu près toutes les 3 pages, on trouve un sénateur. Et oui, là non plus, il n'y a pas de hasard. Au début de son mandat, par exemple, Nicolas Sarkozy, lui qui goûte assez peu la chasse, met fin du moins officiellement au battu officiel. Pourtant, c'est toujours utile d'avoir un œil sur Chambord et devinez qui il nomme, l'un de ses intimes, le sénateur et chasseur invétéré Pierre Charon. Autant dire que la maison demeure entre de bonnes mains. En 2011, le Sénat passe à gauche. Gérard Larcher perd la présidence du Palais du Luxembourg. Et la petite autre consolation, bien sûr, la présidence de Chambord.
Voilà, et puis il y a bien sûr François Patriat. François Patriat, ici, on le connaît bien, c'est le président du groupe La République En Marche au Sénat. Figurez-vous que François Patriat a eu un grave accident de voiture en 2015. Après son accident, il n'arrivait plus du tout à s'endormir. Il va voir une hypnothérapeute qui lui conseille, pour retrouver le sommeil, de penser à son endroit préféré sur Terre. Alors écoutez bien, François Patriat ne cherche pas longtemps. Dorénavant, à peine est-il allongé qu'il ferme les yeux et se transporte à Chambord. L'extase l'apaise et il s'endort en rêvant aux cerfs dont les bois sont blancs. Voilà, hein, du coup, c'est une fiction, là, une sorte de paradis sur Terre. Voilà. Il n'est d'ailleurs pas le seul macroniste à aimer Chambord. Devinez d'autres qui on retrouve à Chambord. Et ben, je vous le donne dans le mille, Alexandre Benalla. Et oui, il est partout, Alexandre Benalla. Donc il est là quand Emmanuel Macron organise son anniversaire pour sécuriser le domaine. Et puis un peu plus tard, une fois qu'il a quitté l'Élysée, l'endroit a dû lui plaire, il se retrouve à assurer la sécurité d'une demeure à quelques mètres de Chambord et qui appartient à un ami de Vladimir Poutine. Voilà. Autant dire que Clémenceau, il avait tout compris quand il disait qu'on ne mentait jamais qu'avant les élections, pendant la guerre et après une chasse à Chambord. Alors c'est tout sur la chasse, l'importance de la chasse au plus haut niveau de l'État et même ici au Sénat. Sophie Taillé-Polian, vous aimez la chasse, non? Elle m'est assez étrangère, donc je ne connaissais rien de tout cela. C'est très intéressant, mais bon, enfin voilà. Vous ne rêvez pas à Chambord? Ouais, pardon, non. Moi, j'aime beaucoup les châteaux de la Loire, mais c'est plutôt l'aspect culturel qui m'intéresse. Et on parle beaucoup de ce lobby de la chasse, et notamment au Sénat. Vous en avez conscience? Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez? Oh, bien sûr, bien sûr. Pour ma part, j'ai signé une proposition de loi pour interdire la chasse à courre parce que ça représente quand même un danger pour les riverains et pour les promeneurs en forêt. Et ça a suscité beaucoup de réactions. C'est-à-dire? Beaucoup de réactions de gens qui étaient favorables et qui nous soutenaient. J'en étais pas l'auteur, mais je l'ai signé. Et beaucoup de réactions aussi en face. Mais la chasse à courre, pour le coup, je dirais que c'est vraiment une pratique quand même d'un autre âge. Alors il faut savoir qu'ici, on croise très souvent dans les couloirs Thierry Coste, qui est avec son badge de lobbyiste. Voilà, donc il y a vraiment... qui s'assume comme tel. Qui s'assume, qui a vraiment ses habitudes. Il ne perd pas son temps à venir me voir. Il a compris que c'était perdu d'avance. Merci infiniment Sophie Taillé-Polian d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie du club d'Allons plus loin. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré cet après-midi à ce nouveau déplacement gouvernemental en Seine-Saint-Denis après les 23 mesures contre les inégalités, le chantier des JO. 11 ministres plus Édouard Philippe pour poser la première pierre ce matin. Début de travaux pharaoniques et assez controversés. On va voir pourquoi après les détails de Samia Dechir. La meilleure façon de ne pas être en retard en 2024, c'est de partir à l'heure aujourd'hui. C'est un compte à rebours de 3 ans et demi qui a démarré aujourd'hui. Ce matin, Édouard Philippe a officiellement lancé la construction du village olympique et paralympique. Un chantier de 51 hectares pour accueillir 15 000 athlètes et officiels au nord de Paris. Il faut que toute cette organisation, tous ces financements, toute cette mobilisation ne disparaissent pas au moment où la flamme olympique va s'éteindre. Il faut qu'il reste quelque chose. Après les Jeux Olympiques, le site doit devenir un écoquartier de 3500 logements. Mais beaucoup craignent que les prix y soient inabordables pour les habitants de Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France. Et surtout, ce n'est pas la pose d'une première pierre, mais bien un premier coup de pelleteuse qui a lancé les travaux. Car pour construire le village olympique, il va falloir raser, entre autres, une résidence étudiante et un foyer de travailleurs étrangers. Nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des cas sociaux. Donc nous payons un loyer, nous payons les impôts, donc nous sommes des citoyens ordinaires comme tout le monde. Donc qu'ils trouvent des logements dignes pendant la durée des travaux et ensuite et avec un retour sur notre site parce qu'on parle d'écoquartier, on parle voilà. Donc nous aussi on a besoin d'habiter dans des quartiers neufs et rénovés. Controversé, le chantier du village olympique l'est aussi par les délais très serrés à tenir pour le rendre accessible. À cheval sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, il se situe dans une zone mal desservie et les travaux du Grand Paris prennent du retard. L'achèvement du Charles de Gaulle Express, censé relier les deux aéroports en 2024, est incertain, tout comme le prolongement de la ligne de métro 14 jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. En 2024, la ligne 14 ira au moins jusqu'à Saint-Ouen. Les premiers tronçons des lignes 16 et 17 situés dans la zone devraient également être prêts.
Et avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Sylvie Charrière, bonjour, députée La République En Marche de Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation. Frédéric Vial, bienvenue à vous également. Vous êtes membre du collectif Non au JO de Paris 2024, auteur de Paris JO 2024, miracle ou mirage, point d'interrogation. Bonjour. Nicolas Ferrand, bienvenue à vous également. Vous êtes directeur général de Solidéo, société de livraison des ouvrages olympiques. Et Mathieu Hanotin, bienvenue à vous également, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis, chargé du sport et des grands événements et membre de ce comité d'organisation des JO de Paris 2024. Merci à tous les quatre d'être ici. Ça vous agace, Sylvie Charrière, quand on vous dit que ce projet 2024 des JO est controversé ? Ça m'agace pas, mais effectivement, j'ai du mal à comprendre parce que je pense que c'est vraiment une très belle opportunité pour la Seine-Saint-Denis. Parce que même si on dit les Jeux Olympiques de Paris, beaucoup de constructions, et M. Ferrand en parlera mieux que moi, vont se passer, il va y avoir un fort développement au niveau de la Seine-Saint-Denis. Donc je pense que c'est vraiment un accélérateur très positif, mais à tout point de vue. Au niveau aussi économique, au niveau social, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place aussi pour l'emploi, pour la formation des jeunes et pour l'accession à la propriété aussi de certains locaux. Donc franchement, je ne vois pas... Vous êtes dans la compréhension. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup. On entend ce discours selon lequel ça ferait beaucoup de bien au département et pas que. Frédéric Vial, pourtant, vous êtes contre. Oui, parce que ce genre de discours sur le développement qui est attendu, etc., ce sont des choses qu'on entend de manière absolument systématique et qu'on a entendues sur toutes les éditions précédentes des Jeux Olympiques. Et systématiquement, on a la même chose, c'est-à-dire de belles promesses qui, en général, se réalisent peu, se réalisent pas, et se réalisent souvent au prix d'une casse sociale tout à fait importante. Je ne suis pas très étonné, forcément, que un député, une députée de La République En Marche s'y intéresse peu, mais il est vrai qu'en effet, il y aura une casse sociale tout à fait certaine. Enfin, on voit déjà le prix de l'immobilier qui augmente. Effectivement, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir un certain nombre de populations qui vont être chassées un peu plus loin pour être remplacées par d'autres. Alors, est-ce que effectivement c'est ce qui est recherché ? Probablement que oui, mais pas par tout le monde. Alors, on va poursuivre ce tour de table. Mathieu Hanotin. Oui, moi je suis surpris du propos de M. Vial à l'instant même. Parce que c'est pas du tout ça, ni le ressentiment que j'ai pour vivre sur le territoire de la part des populations, ni même parce que vous évoquiez les éditions précédentes des JO. Et je trouve qu'on a tendance un petit peu à essayer de noircir le tableau sur les éditions précédentes. Avec le président du département, Stéphane Troussel, on a eu l'occasion justement d'aller expertiser, d'aller auditer les précédentes Olympiades pour se rendre compte de ce qui avait marché, de ce qui n'avait pas marché, parce qu'il ne faut pas dire que tout est formidable. Oui, vous êtes même plutôt dans la vigilance. Dans la vigilance au bon sens du terme, une vigilance positive, parce qu'on veut que ça produise le maximum pour le territoire. Mais même si vous préférez, même si on prend l'exemple qui a été considéré comme étant le plus raté, entre guillemets, Athènes. Voilà. Et on en verra des images tout à l'heure. On y allait, il n'y avait pas plus tard qu'il y a 10 jours avec le président Troussel, et le bilan est beaucoup moins sévère quand on va sur place que l'image projetée que l'on en a à l'international, et notamment dans le ressenti des populations d'une vraie fierté, d'une fierté nationale qui s'est incarnée dans un projet et qui a permis de faire redémarrer des quartiers, qui a permis de faire redémarrer... Alors, je ne dis pas que tout était rose, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose que ce qu'ont fait Athènes. Ils se posent des questions, aujourd'hui, 13 ans après, sur la reconversion qu'on se pose nous aujourd'hui avec Nicolas Ferrand. Donc je ne vous dis pas que c'est notre modèle, mais je trouve que c'est un peu trop facile et trop caricatural de dire les JO ont ruiné des pays entiers et n'ont rien apporté. Alors on va poursuivre cette discussion parce qu'on n'a pas terminé ce tour de table. Je vais vous donner la parole dans un instant, Nicolas Ferrand, mais effectivement sur le plan du logement, juste quelques chiffres. Il va falloir loger 15 000 athlètes et officiels. Pour cela, il va falloir raser une vingtaine d'entreprises, 3 écoles, un hôtel, une résidence étudiante et un foyer de travailleurs étrangers. Certains ont fait part de leurs inquiétudes au micro de l'agence France Presse. Je voudrais qu'on les écoute et je vous fais réagir après sur cette question du logement. Dans un premier temps, la résidence ici est complètement rasée, ce qui veut dire que pour toutes les personnes, donc une centaine d'étudiants, il va falloir retrouver un appartement a priori dès la rentrée de septembre. Forcément, on y est attaché à cette résidence, mais on peut comprendre qu'il y a des impératifs et que s'ils ne peuvent pas faire autrement, pourquoi pas, mais à la seule condition que nous, on nous propose des choses équivalentes. On ne peut pas bouger d'ici tant qu'on n'a pas eu de garanties sur nos futurs relogements. Nous souhaitons que nous participons tous joyeusement à cette fête-là. Et ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant.
Nicolas Ferrand, comment on répond à l'inquiétude de ces gens qui se sentent mis de côté, exclus, expulsés On a plusieurs dimensions à prendre en compte. D'abord, l'ensemble de ce qu'on va faire à l'occasion du village olympique, ça n'est qu'accélérer des mouvements, des mutations urbaines qui, de toutes les façons, auraient eu lieu. Oui, mais enfin ça, vous le dites à ces gens-là qui peut-être ne l'auraient pas vécu. Je finis. C'est-à-dire que lorsqu'on dit vous délogez 20 entreprises, c'était le début de votre propos, effectivement, l'ensemble de ces entreprises va être relocalisé, est aujourd'hui relocalisé. Il y a tous les accords qu'on a passés avec les entreprises sont des accords qu'on a passés à l'amiable aujourd'hui. Et donc on a trouvé des solutions de relogement un peu partout, soit en Seine-Saint-Denis, soit juste de l'autre côté de la Seine, dans les Hauts-de-Seine, première idée. Et deuxième idée, par rapport, d'une part, au foyer de travailleurs migrants et d'autre part, par rapport à la résidence étudiante, on va recréer près de 500 chambres d'étudiants sur le village olympique. 500 chambres d'étudiants sur le village olympique. Alors c'est vrai qu'entre maintenant, au moment où on va raser dans un an la résidence étudiante, et 2024, au moment où les chambres seront là, il y a une période intermédiaire. Et donc pour reloger les 100 étudiants, ils ont chacun eu 2 offres de relogement différentes dans des résidences étudiantes existantes, soit sur Saint-Ouen, soit sur Aubervilliers. Donc on a trouvé, ça se passe bien ? On leur a proposé des solutions. Alors évidemment, à chaque fois qu'on change, il y a un certain nombre de gens qui disent c'est pas possible, je dois changer. Oui, mais un certain nombre de gens, entre 5 et 200, c'est pas la même chose. Est-ce que ça se passe bien globalement ? On a 90 étudiants. Alors, on n'est pas 200 étudiants, on a 90 étudiants aujourd'hui, et on est dans le processus de leur proposer des scénarios alternatifs en leur disant, écoutez, voilà, vous avez une offre de chambre au même tarif à Aubervilliers, vous avez une offre de chambre au même tarif à Saint-Ouen, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, on est dans ce moment-là. S'ils disent non, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, on est obligé de raser. Donc ce sont des expulsions. La réalité est quand même différente, parce que là, on parle y compris d'étudiants qui ont des contrats annuels. La situation est très différente, et je pense qu'il faut peut-être s'arrêter dessus, sur la question du foyer de travailleurs migrants, où on a des personnes qui sont ancrées dans le territoire depuis très longtemps, avec des situations aussi effectivement sociales plus compliquées. Et sur le fait, sur le coup, je sais que la solidarité au travail, que nous y travaillons tous, mais sur lequel il faut vraiment, avec plus de finesse, vraiment qu'on arrive à trouver des solutions individuelles. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans le même paquet, quoi, je veux dire, quoi, parce que c'est pas les mêmes réalités. Et alors sur le foyer de travailleurs migrants, c'est très intéressant dans votre reportage parce que vous avez mis la date 29 mai 2019. On a signé avec l'association qui gère le foyer de travailleurs migrants, l'ADEF, on a signé un protocole au mois de septembre avec eux, avec l'État, avec la ville de Saint-Ouen, pour identifier les 2 sites sur lesquels on va reconstituer. Il y a 284 travailleurs migrants aujourd'hui, 2 foyers de 150 places. Complètement neufs, sur Saint-Ouen, les sites sont identifiés, ceux qui vont construire les foyers sont identifiés, et l'ADEF reprendra la main dès que les foyers seront construits. La question qui se pose, et qu'on a à travailler avec M. Diallo, avec lequel on travaille déjà aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait la période intermédiaire entre 2023, 2022, fin 2022, début 2023, quand les nouveaux foyers seront construits, et l'automne 2020, où il faut d'une manière ou d'une autre qu'on puisse rentrer en propriété, en possession du logement. C'est en bonne voie. Et alors, on travaille avec eux, on a identifié avec eux le site où on pourrait mettre des logements provisoires, dans lequel c'est exactement à 200 mètres de leur foyer actuel, de la même manière à leur proposer une solution. Et donc on est dans ce travail-là. Dans cette phase-là. Et on a signé un premier protocole avec eux au mois de septembre. Donc oui, les choses vont changer. Oui, les choses vont changer. Mais de la même manière qu'on a été capable de trouver des solutions pour chacune des 20 entreprises privées qui sont là, on est en train de trouver des solutions et pour les étudiants et pour le foyer de travailleurs migrants. C'est un processus dans lequel on va certes extrêmement vite, avec les contraintes du CIO, mais on fait les choses de manière extrêmement régulière, extrêmement transparente. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Frédéric Vial, ça vous rassure un peu ce discours presque du cas par cas, hein. Oui, c'est très amusant d'entendre de la représentante de la Solidéo ce genre de discours parce que, voyez-vous, il y a un comité de vigilance sur place qui est le comité de vigilance du 93 qui a fait un travail absolument colossal ces derniers temps pour faire des propositions alternatives à tout ce qui a été mis sur le tapis. Ils devaient se rencontrer avec la Solidéo, ils devaient faire vraiment un gros événement ensemble. Quelques jours avant, la Solidéo leur a dit... allez, non, on ne le fait plus, et leur a claqué la porte sur le nez. Vous voyez, quand on est sur ce type de pratique, après, évidemment, ce genre de discours, on veut bien y croire. Mais on se dit que c'est au mieux un peu de baume sur une jambe de bois.
Vous voulez répondre peut-être J'ai rien à répondre. Vous êtes dans un parti pris qui vous appartient. Non, je ne suis pas du tout dans un parti pris. Je suis dans des faits auxquels effectivement vous ne répondez pas, puisqu'il n'y a rien à en dire. Ce sont des faits dont je parle. C'est-à-dire qu'effectivement les concertations. Moi aussi j'ai des faits extrêmement précis. Les concertations dont vous parlez ne sont pas des concertations. Le collectif que vous représentez représente 40 personnes. Donc moi je travaille effectivement avec les gens qui ont un problème et je résous. Vous ne travaillez pas avec les gens qui ont un problème. Vous travaillez comme ça de temps en temps quand ça se voit, mais sur le fond, ce que veulent les populations, ça ne vous intéresse pas. Et ça ne vous intéresse ni vous, ni les élus en réalité. Il y a un problème de départ. Que je vous dis, on n'en a absolument rien à faire des avis de la population. Enfin, honnêtement, vous êtes plus que caricatural. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a besoin de vigilance et on a besoin de comités de vigilance pour justement être le plus exigeant possible et pour obtenir le plus de choses pour le territoire. Et c'est aussi merveilleux, les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas eu une consultation des populations qui a été systématiquement refusée par la maire de Paris, par l'ensemble des élus locaux du 93? Une consultation avec quelle question? Avec une consultation qui est: voulez-vous accueillir les Jeux Olympiques comme ça se fait? Est-ce que c'est aux populations de décider? Pourquoi pas? C'est elles qui sont concernées, donc on peut effectivement leur poser la question. Même le CIO. Non, mais il y a des élections municipales l'année prochaine. Merci de me donner ce genre de nouvelles. Même le CIO a dit qu'il fallait. Même le CIO. Oui, bien sûr, mais c'est pas incompatible. Même vos amis insoumis, qui aujourd'hui sont dans le CIO, le CIO sont pas contre les JO. Même le CIO a dit qu'il fallait qu'il y ait des référendums avant les attributions. Il a dit ça puisqu'il se rend compte qu'il y a un problème. À chaque fois qu'il y a des questions posées, il y a des populations qui refusent. Pourquoi ne pas poser la question? Moi, j'aimerais qu'on vienne sur l'exemple de Londres. Londres, c'était quand même un territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette histoire? Mais parlons de Londres. Mais parlons des habitants. Allez rencontrer les habitants de Londres. Ils vont vous parler de leur quartier, comment évolue leur quartier, comment ils sont heureux maintenant de vivre dans ce quartier. Pardon ? Vous parlez d'autre chose. Je vous parle d'une cité olympique qui a été construite à Londres, dans un territoire qui était complètement à l'abandon. Vous ne répondez pas à ce que je dis. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que si c'est aussi bien que ça, vous ne dites pas, eh bien, on va consulter les populations, à faire comme ça a été fait dans les villes antérieurement et comme le demande le CIO. C'est le CIO qui le veut maintenant. Alors, on l'a fait. On l'a fait puisqu'on a fait une enquête. On n'a pas été informé. Je n'ai pas vous rendre compte. Donc, on a fait une enquête. On a fait une enquête auprès de 2600 boîtes aux lettres et 2400 boîtes aux lettres autour du village olympique et 1400 personnes qui sont sorties du métro à la station Pleyel. On leur a posé une question, le questionnaire était assez long. On a eu un taux de réponse qui nous a permis d'avoir à peu près 700 réponses, 690. Aujourd'hui, 91% des personnes interrogées, des personnes qui ont répondu à cette enquête, donc on considère que le village olympique sera bénéfique pour le territoire. 91%. 80% ont une image positive des Jeux. Donc je ne sais pas aujourd'hui qui vous représentez. Non mais 690 personnes, 91% de 690 personnes, vous appelez ça une consultation? Qui représentez-vous en dehors de vous-même? A priori, le seul qui est élu local, y compris sur le territoire du village olympique, ici, c'est moi. C'est pas pour m'envoyer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est pour être tous les jours sur le terrain, y compris dans le cadre de la campagne des élections municipales. Mais évidemment qu'il y a d'abord une énorme attente. Parce que la situation de la ville de Saint-Denis, honnêtement, elle n'est pas très bonne à l'heure actuelle. Enfin, je veux dire, il faut quand même être lucide sur les choses. Et donc, il y a une vraie espérance. Qui vient d'arriver de 23 mesures. Voilà, exactement. Enfin, chacun s'accorde à dire qu'il peut être positif et que pour autant, à lui tout seul, il ne va pas non plus tout régler d'un coup. Enfin, je veux dire, il faut être lucide aussi sur les choses. Mais qu'il y a une vraie attente, une vraie espérance, aussi du coup une exigence que finalement les Jeux Olympiques soient cette opportunité qui permette au territoire de Saint-Denis de démarrer, de redémarrer quelque part, de sortir de l'image d'ornière dans laquelle il est trop souvent, parfois, cantonné. Et ça, moi, j'ai envie de travailler avec des partenaires qui ont cette exigence et qui ont cette envie. Et honnêtement, c'est plus très intéressant à ce stade de savoir si on est pour ou contre les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ils auront lieu. C'est pour améliorer le quotidien des habitants qui vivent et qui parlent de nuisance, c'est pour ça que je me suis permis, au début, M. Vial a le droit d'être contre les Jeux Olympiques par principe. Ils vont avoir lieu. Ils auront lieu, et ils auront lieu à Paris, et en Seine-Saint-Denis, et à Saint-Denis tout particulièrement, avec le Stade de France, la grande piscine olympique qui sera construite, le centre aquatique olympique, et de nombreux autres équipements. Je n'ai pas parlé, mais en Seine-Saint-Denis, moi je suis vice-président, conseiller départemental délégué en charge des sports, et le taux de savoir nager à l'entrée en 6e, il est de 43%. Comment vous pouvez me dire qu'avec les Jeux Olympiques
et paralympiques où on va construire 9 piscines supplémentaires, ça n'a pas un effet positif pour apprendre à nager aux gamins. Oui, ça fait partie des 170 mesures, plan aisance aquatique. Et qui viennent en complément d'un effort que fait le département de 40 millions pour rénover le patrimoine existant, mais strictement les Jeux Olympiques vont amener 9 bassins supplémentaires. Bon, écoutez... Alors la question c'est est-ce que ça va rester? Il faut qu'il reste quelque chose, a même répété plusieurs fois Édouard Philippe ce matin. Alors pour tenter de savoir si ces JO seront bénéfiques ou pas à la région parisienne, on va regarder effectivement le bilan des autres villes qui ont accueilli la compétition il y a quelques années. On va revoir ensemble quelques photos qui ont fait le tour de la planète, qui ont profondément marqué les esprits. Les voilà, et vous en parliez Frédéric Vial, vous avez déjà un petit peu abordé le sujet. Le village olympique d'Athènes, la pelouse du stade Maracana de Rio, le bassin extérieur de Rio, la piscine olympique de Rio. Alors, on peut espérer et supposer que ça n'arrivera pas ici, mais qu'adviendra-t-il du site après les JO? Écoutez le président de Plaine Commune, il espère bien, lui, que le site profitera aux habitants ensuite. On va avoir pour la première fois un village olympique qui va se reconvertir en vrai quartier de ville, et pas simplement un quartier de logement. Allez à Londres, allez à Barcelone, allez à Pékin, et je prends simplement les réussites et non pas les échecs. Eh bien, vous avez des quartiers de logement, pas des quartiers de ville. Nicolas Ferrand, c'est vrai qu'ailleurs, à l'étranger, c'est devenu ce qu'il appelle des quartiers de logement et pas des quartiers de ville. Et c'est le piège dans lequel il ne faut surtout pas qu'on tombe? Je pense que la grande différence par rapport aux exemples que vous avez montrés, c'est qu'on a pensé le village olympique d'abord par rapport à ce qui sera en 2025. Et donc finalement, on a pensé le village olympique par rapport aux stratégies urbaines, aux politiques urbaines qui étaient déjà en place. On n'a pas changé les documents d'urbanisme pour faire le village olympique. C'est-à-dire qu'on a simplement rendu possible les projets qui étaient déjà inscrits dans les documents d'urbanisme. Et le village olympique en 2025, c'est un quartier mixte, c'est la volonté des élus, avec 6 000 habitants et 6 000 emplois. 6 000 habitants et 6 000 emplois. Et c'est pour ça que le président Braouzek peut dire c'est pas uniquement un quartier résidentiel, c'est un quartier complètement inséré dans les dynamiques urbaines, avec des entreprises, avec de nouvelles écoles, avec des crèches, avec de nouveaux gymnases, avec 7 hectares d'espaces verts, et qui est complètement relié d'un côté à Saint-Ouen, de l'autre côté à Saint-Denis, et avec l'énorme pôle de transport de Pleyel. Et donc c'est dans cette dynamique-là qu'on a pensé le village, et qu'une fois qu'on a pensé le village dans son état d'héritage 2025, on s'est posé la question des travaux d'adaptation de ce village pour répondre aux besoins des athlètes. Vous avez pensé à l'après avant même de penser au moment absolument. présent. Et si on comparait à Londres, le village olympique à Newham, c'était au niveau de développement de la plaine Saint-Denis avant le Stade de France, avant la reconversion, où vraiment ils ont démarré grâce aux Jeux Olympiques, la reconversion d'un territoire qui est plutôt réussie, encore une fois, et qui donne une fierté. Là, on a un village olympique et un centre aquatique qui vont venir s'insérer dans un tissu urbain qui est déjà en mutation. Il y a 3 grosses parties sur le village olympique. Une à l'île Saint-Denis, une à Saint-Denis, une à Saint-Ouen. Celle de l'île Saint-Denis et de Saint-Denis était déjà prévue, était déjà lancée. En fait, la seule vraie nouveauté, finalement, c'est un peu l'ampleur, et c'est la partie sur Saint-Ouen. Et c'est surtout le timing peut-être. Excusez-moi, parce qu'on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que ça rapporte. La seule nouveauté, c'est ce que ça rapporte justement aux collectivités, parce que grâce aux JO, il y a ce qui n'était pas prévu à l'origine, des écoles, des gymnases, des équipements. Mais qui l'entretiendra? Qui paiera l'entretien de toutes ces infrastructures nouvelles pour les communes? Et bien ça, je pense que c'est aussi une des vraies spécificités du dossier olympique, je parle sous le contrôle de Nicolas Ferrand, contrairement à Londres pour le coup, c'est qu'on n'a pas une société d'État qui va venir tout faire d'un coup, comme ça, mais on a une multiplicité de maîtres d'ouvrage. Je prends un exemple sur la piscine de Marville qui va servir pour l'entraînement du water-polo. C'est le département qui a la responsabilité de la construire, et donc derrière, d'assurer son entretien, de choisir le mode d'entretien. Et de fait, d'exploser quand même cette responsabilité sur une multiplicité d'acteurs, ça responsabilise aussi les acteurs. Ça évite qu'on ait une grande société d'État qui fasse tout, et derrière, parce que les aléas sont compliqués, et ben on voit les photos que vous avez vues. Et donc ça, je pense que c'est un vrai choix fort qui a été de mettre aussi les élus locaux au cœur du dispositif. Frédéric Vial, on nous assure donc que les équipements serviront aux habitants de Saint-Denis, que finalement ça fera plaisir à tout le monde, et ça rapportera même de l'argent. Oui. Moi, je voudrais mettre le point sur quelque chose qui n'a pas été abordé par mes interlocuteurs, mais c'est un petit peu normal. C'est le fait qu'a été votée une loi. On est au Parlement ici. Il y a une loi olympique qui a été votée, qui déroge sur la publicité concernant l'urbanisme et qui va prévoir qu'une partie du village olympique sera financée par les offices publics de HLM. Est-ce que ça, c'est quelque chose de tout à fait normal ? Que la France fasse ce genre de choses, mette des lois qui soient dérogatoires au droit commun et fasse que l'argent des HLM soit utilisé pour le financement des villages olympiques. Ça, ce sont des questions auxquelles on ne répond pas. Encore une fois,
Nous, ce qu'on dit... Pardonnez-moi juste à ma question sur les bienfaits potentiels de ces équipements pour la population. Moi, je veux bien ça, croire... vous allez le vérifier mais moi, je veux bien croire tout ce qu'on me dit à l'avance. Contrairement à ce que j'ai entendu ici et là, je suis pas spécialement... Nous ne sommes pas spécialement radicalisés sur la question, on veut bien croire tout ce qu'on nous dit. Simplement, on regarde les éléments concrets et on voit quoi se mettre en place. On voit une loi olympique qui déroge sur un certain nombre de règles fondamentales. On voit qu'il n'y a pas de consultation réelle des populations. Nous, on dit simplement une chose simple. Vous craignez le scénario à la grecque ou à la brésilienne ? On craint que se mettent en place tous les scénarios antérieurs dans la mesure où nous n'avons aucune garantie d'avoir autre chose que des promesses verbales pour l'instant. Moi, je voudrais revenir sur les installations sportives parce qu'on a vu effectivement des photos d'installations sportives à un moment donné. Enfin, le plus qu'on a sur les Jeux de Paris, c'est qu'on n'a que la piscine finalement en grosse installation à construire. On s'appuie sur le Stade de France. Donc, en termes d'investissement sur des installations sportives qui seraient inopérantes, je pense qu'on est plutôt vertueux et on est vraiment dans la sobriété. Et moi, l'intérêt que je vois, c'est vraiment tout ce qui est la partie logement, logement en plus à la fois social et emploi. Moi, je vois vraiment que ce côté positif pour notre département qui en a vraiment besoin. Nicolas Ferrand. Oui, deux réactions par rapport à votre propos. Sur le financement par les offices HLM, c'est partout en France entière de la même manière. C'est-à-dire que lorsque on construit du logement social, c'est l'office HLM qui construit le logement social. Et c'est le cas ici, ce n'est absolument pas dans la loi, donc je ne sais pas à quoi vous faites référence. C'est dommage, il faudrait la lire, la loi. Non, je répète, aujourd'hui, ça n'est pas dans la loi. C'est dans la loi. Eh bien, écoutez, nous aurons ce débat dans d'autres lieux, ça n'est pas dans la loi. Le financement de l'ensemble des logements sociaux est assuré par les offices HLM. Les offices HLM ne financent que les logements sociaux. Donc je ne sais pas à quoi vous faites référence. Sur l'accélération des procédures... Jusque-là paraît assez normal. On est dans le droit commun. On n'est pas du tout dans le droit commun. On est véritablement dans la mobilisation d'argent public des offices publics HLM pour construire le village olympique. Nous aurons une lecture croisée de la chose. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu dans votre lecture. Croisée de la chose. Il suffit de lire cette loi. Mais écoutez, je l'ai lue. Je l'applique. Et donc, je pense que je sais ce que je fais. Oui, voilà. Je sais aussi très bien ce qu'il y a dans cette loi, effectivement. Ce débat, je pense, est sans suite. Sur la dérogation aux principes fondamentaux et sur le fait de la consultation du public, à ce stade aujourd'hui, nous avons déjà eu 3 enquêtes publiques. Qui se déroulent absolument comme toutes les enquêtes publiques partout ailleurs en France. On a toujours eu un avis extrêmement favorable des commissions d'enquête sur ces enquêtes publiques. Donc la question de la participation au public, aujourd'hui, elle existe. La dérogation auquel vous faites référence, c'est uniquement une dérogation sur la mise à disposition du public de l'avis du maître d'ouvrage sur les documents environnementaux. On est sur une toute petite tranche de la consultation du public. Les documents environnementaux, c'est pas important, donc. Ils sont déjà dans l'enquête publique générale et dans les déclarations d'utilité publique. Vous pourrez le savoir. Donc la loi ne sert à rien. Mathieu Hanotin. Non, mais en fait, ce faux débat technique, en fait, il m'intéresse pas du tout. Enfin, je vous le dis honnêtement, parce que quand ça s'appelle pour moi essayer de chercher la petite bête. Enfin, je veux dire honnêtement, l'enjeu, je veux rebondir sur ce que disait Sylvie Charrière, c'est tout ça, ce qu'on vous a dit, ça va se faire. Les 3 milliards d'investissements publics et privés entre les logements, ça va... mais là on est dans l'après. Oui, mais ce que justement, ce que je veux vous dire, non mais ça va rester, oui, quand on fait un franchissement au-dessus de l'autoroute, quand on en fait 2 d'ailleurs, au-dessus de l'autoroute, quand on fait un franchissement, c'est le département qui le porte, au-dessus de la Seine, pour rendre accessible un nouveau quartier, quand on enfouit des lignes à haute tension, évidemment ça va rester, évidemment ça va être favorable. Les éléphants blancs, honnêtement, il y a très peu d'équipements qui sont construits, hors les équipements aquatiques, et il y a un tel manque d'équipements aquatiques que franchement j'ai aucun doute sur le fait que ça soit pérenne et utile. Mais ce que je veux dire, c'est que les JO seront vraiment une réussite pour le pays si on va au-delà et bien au-delà de cette feuille de route. Ça, c'est la feuille de route de Nicolas Ferrand. Il va la respecter. J'ai parfaitement confiance en lui. Nous, notre responsabilité, les élus, en lien avec le COJO, c'est d'aller au-delà, c'est de créer une dynamique de territoire en se servant finalement des JO comme un prétexte pour faire beaucoup plus que du sport, beaucoup plus qu'une fête. Si dans 10 ans, dans 15 ans, on se dit les JO ont permis à la Seine-Saint-Denis de démarrer, ont permis d'enclencher une dynamique positive sur la formation des jeunes, sur l'emploi, sur le fait qu'après les JO, aujourd'hui, on a 92 000 personnes qui sont au RSA dans le département. 92 000. Si on en a 5 000, 10 000 de moins, ça sera un impact concret des JO. Et on terminera ce débat sur une note d'espoir, donc, et on espère pour les habitants. Merci en tout cas. Merci infiniment d'avoir participé à ce Sénat en clair. Dans un instant, la suite des LPL, match des idées, grand débat, notamment consacré aux violences qui ont frappé Chanteloup-les-Vignes ce week-end. Un sujet sur lequel est également revenu l'invité politique de Bonjour chez vous. Oriane Mancini recevait ce matin Geoffroy Didier. Ça m'inspire d'abord le fait qu'il existe un irrespect dans notre pays qui s'est généralisé. Aujourd'hui, on ne respecte
plus personne, on ne respecte plus les personnes âgées, on ne respecte plus, lorsqu'on est en voiture, quelqu'un qui est en train de vous prendre une place de parking, on ne respecte plus les fonctionnaires au guichet de l'administration, on est prêt à gifler le professeur de son fils parce qu'il n'a pas donné la note que l'on espérait pour lui. Il y a un irrespect qu'il faut combattre par l'éducation, mais aussi par la grande fermeté républicaine. Et avec ce qui s'est passé... qui n'est pas là aujourd'hui encore. Bien sûr que non. Avec ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, nous n'avons pas d'autre choix que de celui d'assurer une fermeté républicaine, mais qui passe par des actes. C'est-à-dire d'abord plus de policiers expérimentés sur les terrains les plus compliqués. Et on sait bien que ce sont malheureusement les jeunes, tous ceux qui sont les moins expérimentés qui sont envoyés. Ou des gendarmes lorsqu'on est en zone gendarmerie. L'autorité, un État autoritaire. Exactement. Pas autoritaire, de l'autorité républicaine. Toutes ces évidences qui malheureusement sont redevenues exactement. Est-ce que c'était une erreur? Oui, c'était une erreur. Bien sûr que c'était une erreur. Alors, depuis, il y a eu des attentats, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues à l'avance. Mais oui, c'était une erreur, je le dis, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, de diminuer le nombre de policiers et de gendarmes et de forces de sécurité sur des terrains qui sont évidemment aujourd'hui très compliqués à reconquérir parce que la République est en train d'être grignotée par un communautarisme galopant. Alors moi je pense à tous ces élus de banlieue qui ont du mal à s'en sortir et puis je pense aussi à ces policiers et ces gendarmes qui sont pris dans des guet-apens qui ne sont pas suffisamment nombreux numériquement, mais qui ne sont pas non plus suffisamment équipés parce que certains sont obligés d'acheter avec leur denier personnel des gilets pare-balles dignes de ce nom et d'autres m'expliquent que le 25 du mois, ils n'ont plus d'argent pour mettre de l'essence dans les voitures de police. Il y a une paupérisation des services fondamentaux de l'État qui est indigne de la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Il va bien falloir y remédier et j'estime que là où on a besoin d'action publique, de politique, de puissance publique, c'est précisément dans ces quartiers les plus compliqués. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur les violences de Chanteloup-les-Vignes, pièges tendus aux forces de l'ordre, affrontements à coups de projectiles, de tirs de mortier et de cocktails Molotov. Une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, nous dit Édouard Philippe. Les mots sont-ils bien choisis? Est-ce le bon diagnostic? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Tout au long de l'émission, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conqui. Oui, et nous serons notamment avec Olivier Léonard. Il a été maire pendant plus de 15 ans. Il nous donnera son point de vue d'élu local sur ces violences urbaines. Merci Fanny, à tout à l'heure. Avant tout cela, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Caroline Michel-Aguirre et Jean-Sébastien Ferjou. On va revenir sur la célébration notamment des 30 ans de la chute du mur de Berlin. Les responsables politiques français ne tirent pas tous le même bilan de la réunification. C'est l'histoire d'une annexion, nous dit Jean-Luc Mélenchon, et cela fait polémique. On va en parler avec nos invités après les premières explications de Jonathan Dupriez. 9 novembre 1989, le destin de l'Allemagne bascule avec la chute du mur de Berlin. Promesse de liberté, de démocratie et d'essor économique, l'horizon d'une Allemagne réunifiée et prospère se dessine alors. Mais 30 ans plus tard, ce récit est contesté en Europe. Des voix dénoncent la violence de cette réunification payée au prix fort par l'Allemagne de l'Est. Le monde diplomatique parle même d'une annexion de la RDA par la RFA, un mot qualifié de juste par Jean-Luc Mélenchon. L'Allemagne de l'Est a été annexée. Ce n'était même pas constitutionnel. Ce n'était pas ce que demandaient les Allemands de l'Est. Ils voulaient eux-mêmes faire une constituante, ils voulaient voter, ils voulaient se prononcer sur l'intégration Est et Ouest et sur la préservation d'un certain nombre de leurs acquis. À cela s'ajoute un sentiment de nostalgie de la RDA de plus en plus perceptible en ex-Allemagne de l'Est et dont l'extrême droite locale, l'AfD, fait son miel. Fermement opposé à cette lecture de l'histoire, l'ancien eurodéputé franco-allemand Daniel Cohn-Bendit. Pour lui, la chute du mur marque sans équivoque la fin d'une ère de dictature. La réunification, c'est un mouvement extraordinaire en Allemagne de l'Est pour abattre une dictature. C'est ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire la chute du mur. Et moi j'ai pleuré, c'est en même quand les murs tombent,
que ça soit les murs de la dictature au Portugal, que ça soit les murs de la dictature en Espagne, que ça soit les murs au Chili, quand les murs tombent, les dictatures tombent, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est dans ce climat pesant que se préparent les commémorations de la chute du mur à Berlin. Le programme s'annonce très sobre, loin de l'euphorie née de la fin du rideau de fer. Et avec nous pour ce match des idées, Caroline Michel-Aguirre, bonsoir, chef du service affaires à l'Obs, auteur de La syndicaliste chez Stock, et Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue à vous également, directeur d'Atlantico. Moi j'ai été assez surprise, j'avoue, de voir cette polémique naître autour de la commémoration de la chute du mur. Ça vous a surprise, vous, Caroline Michel-Aguirre, qu'on remette en question presque le bien fondé de cette réunification ? C'est normal qu'on s'interroge aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a le recul de l'histoire. À l'époque, tout le monde s'en souvient, les années 90, c'est quand même un Occident triomphant qui ne se pose pas beaucoup de questions, avec une adhésion qui nous paraît complètement spontanée. Évidente, oui. De notre modèle qui va s'appliquer à l'Europe de l'Est, qui a vécu sous l'URSS, mais avant sous différents empires, qui n'a pas du tout la même histoire que nous. Aujourd'hui, pourquoi on se pose cette question? Pas tant sur l'Allemagne, je crois, que sur les autres pays, que sont la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne, qui ont fait des choix politiques qu'on appelle de démocratie illibérale, qui viennent questionner notre modèle et qui n'y adhèrent pas totalement. Et c'est dans cette lecture de la manière dont l'Occident a plaqué son modèle, mais il faut être honnête, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Quand Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs j'ai découvert grâce à lui que l'annexion, parce que je suis allée voir dans le dictionnaire, c'était pas forcément volontaire ou involontaire. C'est-à-dire, je pensais que l'annexion c'était forcément l'Anschluss, quelque chose. Le Larousse dit... Une invasion, quoi. Ouais, exactement. Le Larousse dit non, c'est un rattachement qui est volonté ou pas des populations. Donc techniquement, il a peut-être pas tort. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas de... sauf erreur de ma part, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que les Allemands de l'Est et l'Europe de l'Est se précipitent dans les bras de l'Europe parce qu'il n'y a pas d'idéologie, de format, de forme de démocratie alternative. Aujourd'hui, qu'on a la distance, on se rend compte que notre modèle à nous a été plaqué à des histoires, à des peuples, à des valeurs, à des identités. Qui n'avaient rien à voir. Qui étaient en tout cas un peu différentes et que cet héritage-là est interrogé, voire remis en cause. Et je pense que cette polémique, elle est intéressante, non pas à réécrire l'histoire, de dire les Allemands de l'Est, parce que c'est un peu le risque quand même, c'est un peu ça. Mais à comprendre pourquoi l'Europe est questionnée comme ça aujourd'hui. Jean-Sébastien Ferjou. Je pense que Jean-Luc Mélenchon ne parlait pas techniquement, pour reprendre l'expression que vous avez utilisée après être allé regarder la définition de l'annexion dans le Larousse. Je pense que lui, il faisait référence à quelque chose de l'ordre de l'Anschluss. Et pour le coup, c'est un pur révisionnisme historique. Mais je pense que ça montre surtout l'espèce de nostalgie dans laquelle se trouvent beaucoup de gens, y compris à gauche, ou peut-être même encore plus à gauche, parce qu'ils n'ont plus de modèle de pensée auquel se rattacher. Il n'y a rien qui leur permette d'avoir prise sur le réel. Il n'y a pas de modèle qui réellement puisse leur permettre de décrire ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que je pense qu'ils mélangent deux choses. Ils mélangent le fait que, effectivement, comme le disait comme le disait Daniel Cohn-Bendit, c'était quand même la chute de régimes qui n'étaient pas des démocraties. Ils pouvaient toujours s'appeler des démocraties populaires, mais enfin qui étaient des régimes policiers qui ont fait des morts. Enfin, quand même, c'est scandaleux d'entendre Jean-Luc Mélenchon dire ça. La réunification a été la date, d'ailleurs l'adhésion a été décidée unilatéralement par le Parlement est-allemand, sans même consulter l'Allemagne de l'Ouest sur la date à laquelle ça allait être fait. Donc il est complètement absurde de dire que la volonté des Allemands de l'Est n'aurait pas été respectée. Maintenant, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Il y a des questions qui se posent sur l'Europe en elle-même, parce que nous avons des doutes sur nos propres modèles. Pour autant, ça ne réhabilite absolument pas ce qu'était l'Europe soviétique à l'époque. Non, mais certains se disent aujourd'hui, dans cette ex-RDA, pas forcément mieux protégée aujourd'hui qu'à l'époque. Il y a une réaction, il y a une nostalgie, comme on le dit, cette nostalgie. Oui, mais parce que de toute façon, tout le monde peut avoir la nostalgie de quelque chose qui se passait avant. On peut nous aussi avoir la nostalgie des 30 Glorieuses. Enfin, on peut toujours avoir une nostalgie mais enfin, un peu moins d'une dictature, quand même. Comment ? Un peu moins d'une dictature, on peut être un peu moins nostalgique. J'imagine qu'il y a des gens qui ont aussi la nostalgie du temps où le régime du général Pinochet avait produit des résultats économiques. C'est plus le cas maintenant. Enfin, il y a toujours différentes entrées à une situation. Certaines catégories de population en Allemagne de l'Est sont effectivement
effectivement dans des plus fragilisés aujourd'hui, et ça se sent plus dans une société où il y a des riches que dans une société où il n'y a que des pauvres, parce que la réalité c'était quand même celle-là, c'était une société où il n'y avait que des pauvres. Enfin, souvenez-vous quand même de l'émerveillement des Allemands de l'Est passant à Berlin-Ouest le soir du 9 novembre 1989, découvrant ne serait-ce que des fruits dans les magasins. Donc oui, bien sûr, pour des gens qui sont en situation de précarité, mais comme ils existent aussi à l'Ouest, il peut y avoir une nostalgie de ce moment où tout le monde était un peu dans la même médiocrité. Mais ça nous questionne plus sur notre modèle pour l'avenir que ça n'a d'intérêt sur... Et on voit bien d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon n'est rien d'autre qu'un vieux monsieur perdu dans ses lubies du passé. Oui, c'est logique, je dirais, que les Allemands de l'Est aient de la nostalgie, parce que notre modèle économique, ça n'est pas le bonheur pour tous. Il n'a pas tenu ses promesses. C'est une concurrence où les plus forts... Il ne les a pas entièrement tenus, plus exactement. Parce que la réalité, elle n'est pas en noir ou blanc. C'est ce que j'allais dire. On est dans un modèle économique où les plus forts l'emportent sur les plus faibles. Et nous tous, nous en acceptons l'augure. Quand on part le matin, on accepte d'être dans la course, que nos enfants le seront. Et tous, à notre échelle, on va essayer de donner les moyens de s'en sortir. On va voter pour un État qui amortit plus. Bon, c'est ça l'histoire. Les Allemands de l'Est... Non, mais en gros, c'est ça l'histoire, c'est complètement ça. Pour les Allemands de l'Est, ils étaient les moins bien armés dans cette course. C'est parfaitement logique. Ils n'avaient pas l'éducation, la même qu'à l'Ouest. Ils n'avaient pas le patrimoine, ils n'avaient pas les codes, ils n'avaient pas l'héritage. C'est logique qu'ils soient les grands perdants. Et on peut espérer... Les Allemands de l'Est, ceux des Allemands de l'Est qui déjà ne sont pas partis. Beaucoup d'Allemands de l'Est sont partis s'installer en Allemagne de l'Ouest. Ce sont certaines catégories socio-professionnelles et ce sont certaines catégories d'âge aussi. Parce qu'il faut bien voir que la réalité après la chute du mur, ça a été, et pas seulement en Allemagne de l'Est, à l'exception, quoique non, parce que même la Pologne a vu beaucoup de Polonais partir vers le Royaume-Uni notamment, la Hongrie, la Roumanie, enfin tous les pays de l'Est ont perdu le cœur de leur population parce qu'il y a des décalages. Et ça, c'est un vrai problème pour l'Europe actuelle. C'est-à-dire qu'il y a de tels décalages de développement économique que c'est comme un gaz. Vous savez, s'il y a un vide d'un côté, ben, hop, ça se déverse de l'autre côté. Là, et donc le cœur des populations vives s'est déversé vers les pays plus prospères. Là, je voulais en venir, c'est que ce qu'expriment les Allemands de l'Est aujourd'hui, c'est ce qu'exprime une partie de la population française. C'est que dans cette course libérale et individualiste... Pas libérale. Si, on est dans un monde libéral. Si. Non, on est dans un monde capitaliste, financier, ça n'a rien à voir avec le libéralisme, sinon la concurrence serait mieux respectée. Oui, mais alors c'est une définition éco sur laquelle on reviendra plus tard. Je pense qu'il y a quand même du libéralisme, capitalisme, oui, mais aujourd'hui, tous les cliquets, je dirais, de protection ont disparu, que ce soit, enfin bon bref, tous les échanges, toutes ces choses-là sont dans une... logique libérale. Exactement. Alors, certes, il y a des grands monopoles aujourd'hui aux États-Unis, mais on est quand même plus proche du libéralisme que d'économies dirigées, étatisées. Capitalisme financier, ça n'a encore une fois rien à voir. Oui, alors un libéralisme. Allez, parce qu'on a deux autres thèmes. Oui, mais c'est malgré tout au cœur justement des débats qu'on a beaucoup en Europe à l'heure actuelle, la confusion qui s'opère entre les deux. C'est une confusion, mais peu importe, en vrai, pour les gens et pour cette nostalgie-là, peu importe, ce qu'ils expriment, c'est le sentiment d'avoir perdu et de ne pas avoir été armés, peu importe qu'on l'appelle capitalisme financier ou libéralisme. Et ce que les Allemands de l'Est expriment, c'est ce qu'une partie des Français expriment aussi. C'est pour ça que ça vient résonner si fort. Et que ça fait monter les extrêmes, on l'a vu tout à l'heure. Deuxième thème de ce match, cette liberté d'expression jugée en danger après quelques incidents dans des universités françaises. Le plus connu, c'est celui de l'université de Bordeaux-Montaigne, qui a annulé une conférence avec la philosophe Sylviane Agacinski, connue pour son opposition à la GPA. Mais il y a aussi le cas de Mohamed Sifawi. L'université de Panthéon-Sorbonne a annulé son intervention après avoir reçu des pressions et des menaces. L'écrivain devait parler de radicalisation islamiste. Jean-Michel Blanquer a été sommé de réagir. Il a répondu à une question par le sénateur LR Gérard Longuet. C'était la semaine dernière lors des questions au gouvernement. Écoutez. Ce qui s'est passé à Bordeaux et ce qui s'est passé à Paris est absolument inacceptable. C'est inacceptable et ça doit nous alerter. Parce que ce n'est pas un mouvement spécifiquement français. C'est une sorte de nouveau maccarthisme qui fait que l'on veut s'attaquer à la liberté d'expression. Le terme est fort. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou ?
Mais bien sûr que c'est le cas dans les universités outre-Atlantique et c'est le cas également en Europe. Maintenant, M. Blanquer est malgré tout Vous avez l'air de ministre. dire ça comme une évidence, comme si on le savait depuis des mois, voire des années, que ce ne sont pas ces deux cas-là qui C'est-à-dire qu'il serait absurde de soutenir que la liberté d'expression n'existe pas de manière générale. Tout peut être dit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. En revanche, on voit qu'elle est de plus en plus attaquée. La loi Avia était déjà une attaque contre la liberté d'expression, puisqu'on choisit de réprimer plus fortement certains propos que d'autres, et surtout on délègue le soin à des moteurs, enfin des structures américaines qui n'ont pas du tout la même culture républicaine que nous, de décider ce qui est tolérable ou pas sur les tolérable. réseaux sociaux, Mais dans les universités, oui, on le voit maintenant, M. Blanquer, bien sûr, techniquement, il ne peut pas intervenir parce que les universités sont autonomes. Et il le En précise revanche, dans la suite de son propos, absolument. tout à fait. En revanche, politiquement, on aimerait bien que, je préfère que M. Blanquer, malgré tout, parle de McCarthy, mais qu'il y ait un peu plus d'action de ce gouvernement en la matière, parce qu'il y a différents points sur lesquels la liberté d'expression est attaquée. Vous savez, la liberté d'expression, pouvoir s'exprimer librement, ça procure une certaine satisfaction, mais qui est relativement stable dans la vie. C'est pas, et le coût, à l'heure actuelle, est de plus en plus élevé. Le coût économique et social de la liberté d'expression est de plus en plus élevé parce qu'on cherche effectivement à bâillonner certains discours ou certains propos. Il y a des stratégies judiciaires aussi à l'œuvre d'attaquer en permanence ceux dont les propos déplaisent. Et les islamistes sont excellents en la matière pour attaquer en permanence leurs adversaires, comme d'ailleurs ils l'ont fait avec Mohamed Sifaoui ou d'autres à différentes reprises. Mais surtout, moi je pense que si on renonce sur le terrain des universités, ce qui est grave, c'est que c'est la liberté d'expression de demain qui va être en cause, parce que Mme Magazinski, elle peut trouver des micros, elle trouve des micros ici ou là pour réussir à s'exprimer. En revanche, dans la formation des esprits, se résigner à ce que certains propos ne soient pas admissibles, et je ne parle pas là évidemment de ce qui relève véritablement de l'incitation à la haine, d'appel à la violence, mais pour tout le reste, de pouvoir discuter sur des sujets qui sont au fondement de la démocratie. Ça, c'est profondément choquant de voir que dans les universités, il y a ce recul-là. Et la ministre de l'Enseignement supérieur, malheureusement, je pense, Madame Vidal, ne partage pas le point de vue de M. Blanquer sur le macartisme. On l'a vu dans sa réaction sur l'université de Cergy, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une note qui était sortie sur la détection des signaux faibles en matière de radicalisation. Admettons que la note peut-être ait été maladroite, mais elle s'est empressée de la condamner immédiatement. Alors là, dans ce coup, d'ailleurs, il n'y avait plus d'autonomie qui vaille. Malheureusement, je pense que Madame Vidal fait partie de ces gens qui sont vous savez, ces nouveaux social justice warriors, comme on dit, des justiciers sociaux, ou les woke, comme on dit aussi dans le monde anglo-saxon, qui en permanence se sentent les seuls dépositaires du bien, du vrai et du beau, et qui veulent empêcher les autres d'apporter leur avis. Beaucoup de choses ont été dites. Caroline Michel-Aguirre. Oui, la censure, quoi qu'il arrive, elle est condamnable, quoi qu'il arrive. Ce qui est embêtant, ce qui est plus qu'embêtant, ce qu'on personne n'arrive à dépasser aujourd'hui, c'est que cette violence-là, parce qu'elle est de part et d'autre, elle s'exprime au nom de combats que la gauche, notamment, aurait plutôt tendance à approuver. Si bien qu'on n'entend plus la gauche et qu'on n'entend que l'extrême droite, qu'on n'entend que deux extrêmes. Pourquoi je dis ça ? Ce communiqué des associations étudiantes qui, au nom de la lutte contre l'homophobie, la transphobie, a dit on fait des menaces violentes, mais c'est contre nous que la société est violente. Elle justifie par la violence qu'elle reçoit, la violence qu'elle exprime. Et c'est ça qu'il faut absolument, que la gauche devrait avoir pour mission d'une mine. Mais il n'y a pas que la gauche qui peut être dépositaire de combats justes. Non, mais je m'exprimais de ce point de vue-là parce que je trouve que dans le champ de la discussion, le problème, c'est qu'on n'entend pas un autre écho. L'université et le champ de la gauche, de manière générale, historiquement, se pose du point de vue de la morale, ce que vous étiez en train de dire. Et la gauche, de ce point de vue-là, ne sait plus exprimer son opposition à ces manières violentes. Oui, mais la gauche n'a jamais été une très grande amie de la liberté, parce que si on regarde en 1970, il fallait préférer Ho Chi Minh ou Mao au motif que ça allait défendre les prolétaires, et même chose ou les coloniser. Mais si c'est à chaque fois la même chose, je veux dire, là, la gauche morale commet exactement la même erreur que celle qu'elle commet tout le temps, parce que la gauche est globalement allergique à la liberté. La gauche morale, je ne parle pas de gens qui, eux, en leur fort intérieur, seraient des électeurs de gauche. Mais cette gauche intellectuelle, elle est ennemie de la liberté en permanence. Elle a été au moment de l'URSS au motif pour protéger le peuple, on fermait les yeux sur les pires crimes qu'ont pu commettre les régimes communistes. Et elle le fait maintenant. Elle devient alliée objective des salafistes ou des frères musulmans, au motif que les musulmans seraient des victimes absolues. D'ailleurs,
parlant à leur place, qui est une autre forme de racisme, parce que la gauche morale a le chic aussi pour s'ériger en défenseur de gens qui ne lui ont rien demandé. Alors, je ne parlais pas forcément, il n'y a pas une gauche, il n'y a pas qu'une gauche morale. Je prenais le soin de il y a dire des gens la de gauche morale, pas la gauche en général. Ne sont pas forcément les alliés objectifs, ce qui resterait à démontrer. Il y a une gauche républicaine. Le problème, c'est que toute la gauche est silencieuse parce que les valeurs sont assez défendable et la manière ne l'est absolument pas. Et c'est sur ce principe de la non-censure, de la liberté d'expression et du débat qu'on devrait se placer. D'ailleurs, ça a été assez, de manière assez unanime condamné, mais le fait, c'est que ça se multiplie, c'est que ce qui était que épisodique se multiplie. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que le combat de ces militants à l'intérieur, Mathieu Aron chez nous avait fait une enquête très instructive là-dessus sur l'entrisme à l'université. Ces valeurs-là ont gagné les jeunes esprits depuis très longtemps. L'idée qu'on devait attaquer parce qu'on était soi-même attaqué. Si on n'inculque pas au sein de l'université, au sein des écoles, dans l'art, dans tous les endroits où la liberté et la liberté d'expression doivent régner en maître, le combat est perdu. Donc ce qui est terrible, c'est à la fois qu'on est reculé. Moi, je trouve que l'université, je ne sais pas quel est le contexte, mais que l'université de manière générale recule et que le gouvernement... Alors, on en appelle toujours à l'État en France, mais en tout cas, il faut trouver des stratégies pour que la censure ne devienne pas la norme. On va passer au troisième thème, si vous le voulez bien, plus politique, politicienne cette fois. Ça n'a pas pu vous échapper. On parle de l'offensive médiatique de François Baroin, maire de Troyes, président de l'AMF. Faut-il y voir un début de lancement de candidature à droite? Comment analyser en tout cas ce retour fracassant? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord demander à Roger Karoutchi ce qu'il en pense. Le sénateur LR est au micro de Fanny Conquis en salle des conférences du Sénat. Roger Karoutchi, est-ce que François Baroin est une hypothèse crédible pour la droite en 2022? Et pourquoi non? Oui, il a toutes les qualités, toutes les compétences pour aller à une élection présidentielle. Ce n'est pas le seul. Et la droite a en ce moment plusieurs candidats potentiels. Le vrai sujet d'ailleurs, ce n'est pas de savoir si on a un candidat crédible. Le vrai sujet, c'est de savoir comment on le sélectionne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on en a plutôt 4-5. Ce qui, vu notre corps électoral, ne nous assure pas le deuxième tour. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc il faut que l'on ait des gens de qualité, Pécresse, Baroin, Bertrand, peut-être d'autres, et qu'on se détermine sur le mode de sélection. Certains veulent supprimer la primaire et ne faire qu'un vote des adhérents. Je crois que ce serait une erreur, puisque par définition, ça voudrait dire qu'on aura 2, voire 3 candidats, et donc qu'aucun d'entre eux ne sera au deuxième tour. Je pense qu'il faut qu'on trouve un système de primaire modifié, valorisant le fait d'être adhérent, mais faisant en sorte que tout le monde accepte le même système de sélection à droite pour n'avoir qu'un seul candidat au premier tour de 2022. Est-ce qu'avec le retour de François Baroin, c'est aussi le retour des Chiraciens chez les Républicains? Ils ne sont jamais partis, donc ils n'ont pas à revenir. Mais au-delà de ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Christian Jacob était certes chiracien, mais il a soutenu Nicolas Sarkozy. François Baroin était certes chiracien, il était ministre d'ailleurs de Jacques Chirac, mais il a aussi été ministre de Nicolas Sarkozy. Le temps passe, les générations montent, c'est assez logique et normal, mais je ne sais pas si on peut encore parler de chiracien, pas chiracien, sarkozyste, pas sarkozyste. On arrive à 2020, il est temps de regarder plutôt devant nous pour 2022 et de n'avoir qu'un seul candidat crédible pour mettre un terme à l'hypothèse permanente et renouvelée d'un duel Macron-Le Pen au deuxième tour, sans que la droite ou la gauche d'ailleurs n'assiste en quoi que ce soit au deuxième tour. Une dernière question, pour vous, qui serait ce meilleur candidat justement? Vous avez bien une Moi, préférence. pour le moment, je l'ai déjà dit, je soutiens Valérie Pécresse. Je me plierai, s'il y a une primaire, au choix qui sera fait par la primaire, je soutiendrai celui qui sortira de la primaire. Mais dans l'immédiat, ce qui est normal, chacun défend son champion, pour moi ce sera Valérie Pécresse. Merci Roger Merci Karoutchi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Fanny. Caroline Michel-Aguirre, une réaction à ce que vient de dire le sénateur? Il ne déborde pas d'enthousiasme. Hein. C'est vraiment soutien à minima.
À François Baroin ou à Valérie Pécresse? Aux deux, au final. Pourquoi François Baroin se lance, si on doit commencer par là? Il n'a pas plus de corpus idéologique que les précédents qui se sont lancés. On ne sait toujours pas où est cette droite, qui a été dépecée comme la gauche par Emmanuel Macron. En revanche, il pense qu'il a des atouts dans sa manche, éventuellement son âge, même s'il a l'air macronienne, avoir dépassé 50 ans, c'est être très très vieux. Surtout venir de la base, du terrain. On voit bien que les trois noms qui ont été cités, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand qui n'a pas été cité, et François Baroin, sont des gens qui veulent s'appuyer sur le point de faiblesse d'Emmanuel Macron, qui est l'ancrage local, la connaissance des territoires, les collectivités, les corps intermédiaires, la connaissance du quotidien des Français. Et la droite, à tort ou à raison, pense que c'est là-dessus, plutôt que sur l'idéologie qu'ils n'arrivent pas à trouver parce qu'ils sont fragmentés, comme l'est aujourd'hui tout le paysage politique français, qu'il va pouvoir se rebâtir. Est-ce que c'est un bon calcul de se lancer maintenant ? En tout cas, il fait parler de lui à l'annonce d'élection municipale qui va être quand même un test très intéressant pour La République En Marche. Jean-Sébastien Ferjou. Je pense que vous êtes atterré par cette droite sans candidat, avec trop de candidats. Atterré, le mot est peut-être fort, non, mais je pense qu'elle est complètement perdue et que si l'ancrage local est une condition très importante, certainement nécessaire, mais absolument pas suffisante. Et penser qu'on reconstruirait une offre politique à partir du local, ça n'a aucun sens. Je ne vois pas en quoi le local est une réponse au dérèglement climatique, je ne vois pas en quoi le local est une réponse aux questions qui se posent sur le capitalisme financier dont on parlait tout à l'heure. Je ne vois pas en quoi c'est une réponse à la Banque Centrale Européenne. La personne qui a le plus de pouvoir à l'heure actuelle en Europe, c'est Christine Lagarde, c'est pas Emmanuel Macron ni Bruno Le Maire, c'est Christine Lagarde. Donc en quoi le fait d'être maire donnerait-il un moyen quelconque de se prononcer sur les taux d'intérêt négatifs, la déflation qui menace l'Europe, etc. C'est absurde et on voit le renoncement absolu de la droite. D'ailleurs, M. Carucci disait qu'ils étaient là en train de choisir leur champion, qu'ils fassent leur concours de beauté dans leur coin s'ils veulent, mais en quoi est-ce que ça permettra de convaincre des électeurs? Il n'y a pas d'offre politique, ils ne savent plus où ils en sont. On l'a vu avec Guillaume Pelletier qui sort son livre ces jours-ci avec des propositions, mais toutes plus ébouriffantes les unes que les autres. Alors, on peut toujours aimer les choses farfelues, mais enfin, ça n'a aucune cohérence par rapport à ce qu'a toujours été globalement la structure de pensée de la droite et qui reste quand même attachée au libéralisme. Et la droite a toujours perdu quand elle a renoncé au libéralisme. Elle peut perdre aussi quand elle s'enferme dans une espèce de libéralisme fou ou excessif peut-être, mais elle ne gagne jamais sans le libéralisme. Donc là, on voit que de toute façon, ils sont paumés, que François Baroin... Non, je ne pense pas qu'il y ait... Mais où est-ce que vous voyez du libéralisme? Il est en train d'étatiser le système des retraites. Enfin, à un moment, quand même, soyons sérieux. C'est pour ça que je me permettais d'inciter tout à l'heure ce que vous disiez. Enfin, le libéralisme, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté... Donc, non, il y a une politique... C'est pas ce à quoi pousse Emmanuel Macron. S'il n'y a pas de liberté, il y a une politique... si on est dans une économie étatisée... Mais il n'y a pas de concurrence. Regarde, mais on est dans une économie étatisée. Le record de prélèvement obligatoire vient encore d'être battu, mais à un moment, il faut être sérieux. Moi, je veux bien qu'on explique qu'on vit dans une économie ultra-libérale, alors qu'on n'a jamais connu de pays ayant des prélèvements aussi élevés dans l'histoire, mais enfin, ça n'est pas compatible. Mais ça n'est pas déplacer le sujet. Pourquoi tous les gens qui votaient à droite vont voter Emmanuel Macron? Mais parce qu'il n'y avait pas mieux sur le marché. Parce qu'il n'y avait pas mieux sur le marché. Et ça n'est pas du libéralisme, Emmanuel Macron, c'est la poursuite du cercle de la raison. Emmanuel Macron considère que si on faisait un best, Emmanuel Macron, c'est Alain Juppé avec plus de brio, avec plus de charisme et à l'époque, la promesse de plus d'efficacité. Et Juppé, il n'est pas libéral, il est socialiste. Mais évidemment que non, Alain Juppé n'est pas libéral. Mais vous opposez socialisme et libéralisme, et c'est parfaitement absurde. Mais c'est d'ailleurs le drame de l'Europe, c'est que les gens pensent comme vous. C'est ça notre drame, c'est que précisément, nous ne sommes pas... Il y a un livre très intéressant qui sort ces jours-ci, d'ailleurs, de Thomas Philippon, qui est un économiste français. Son livre sort aux États-Unis, mais qui montre à quel point, d'ailleurs, les consommateurs européens, malgré tout, ont bénéficié en termes de pouvoir d'achat plus que les consommateurs américains. Pour des exemples très précis, prenez les forfaits d'opérateurs mobiles. Bah oui, mais ce sont des choses concrètes, parce qu'on peut répéter n'importe quoi, qu'on vit dans une économie libérale parce que ça fait bien ou que j'en sais rien, ça soulage vous avez raison, soyons le combat, enfin je ne sais quel combat d'ailleurs de la gauche qui a plus rien à dire, elle non plus, donc au moins ça lui fait un discours par défaut, mais c'est faux. Précisément, la liberté d'entreprendre est ce qui permet pas quand on arrive dans des systèmes d'oligopole, et vous le soulignez tout à l'heure, c'est ce à quoi on arrive, aujourd'hui. Et Emmanuel Macron n'est jamais que l'héritier du fameux cercle de la raison. À la marge, quand on compare à ce qu'était la prospérité, c'est pas la marge. Allez, Caroline Michel. Si on compare à ce que c'était l'économie française des années 80 et l'économie française d'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec vous. Nous avons un taux de prélèvement obligatoire record en Europe, ce qui démontre l'attachement de la France,
non pas au non-libéralisme, mais à l'État-providence, qui est assez différent. Néanmoins, aujourd'hui, pour se séparer d'un salarié, pour licencier, pour tout un tas de choses, c'est beaucoup plus libéral que ce que ça l'était il y a 30 ans. Alors, c'est peut-être pas la concurrence libre et parfaite, je suis parfaitement d'accord avec vous pour plein de raisons, mais dans l'évolution des 30 dernières années, l'économie dirigée, ne serait-ce que par la réduction du nombre d'entreprises publiques, etc., s'est réduite. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi pour me soulager de quoi que ce soit. On peut discuter à la marge. Je peux finir, s'il vous plaît. On peut discuter à la marge, mais personne ne peut nier qu'aujourd'hui, l'économie est beaucoup moins keynésienne, étatisée, dirigée que ce qu'elle était il y a 30 ans. Et là-dessus, la gauche et la droite se rejoignent. Vous avez lu le projet de loi de finances Il nous reste 2020 15 secondes. On n'est pas dans l'abandon du keynésianisme. Les mesures en faveur des Gilets jaunes ont été présentées comme ce qui allait sauver la croissance. Malheureusement, précisément, ça ne marche pas. C'est des mesures ponctuelles, ça n'a rien à voir avec le keynésianisme. Oui, ça ne change pas la logique qui est à l'œuvre derrière. Oui, mais c'est quand même ce qu'on nous a expliqué. Et peut-être que vous en débattrez en dehors de ce plateau. Merci en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'ALPL, c'est le grand débat. On revient ce soir sur les violences qui ont frappé la ville de Chanteloup-les-Vignes ce week-end dans les Yvelines. A priori, les forces de l'ordre sont tombées dans un guet-apens. Ça a viré à l'affrontement avec des tirs de mortier, cocktails Molotov. Ça s'est terminé avec l'incendie d'un chapiteau qui servait aux enfants du quartier à apprendre les arts du cirque. Édouard Philippe parle d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Est-ce que ça suffit de dire ça? On a une demi-heure pour se poser quelques questions sur ce sujet, juste après les explications de Cécile Sixou. De l'immense chapiteau, il ne reste que la carcasse. Samedi soir, dans le quartier sensible de la Noé, à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, une trentaine d'habitants cagoulés ont pris pour cible la police. Projectiles, tirs de mortier et cocktails Molotov, les individus ont incendié poubelles et lampadaires, mais aussi le centre culturel. Des violences condamnées par le Premier ministre ce matin. Il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. À droite comme à gauche, on réclame plus de moyens pour les policiers de ces quartiers difficiles. Quand ça va loin, il faut aussi qu'il puisse y avoir des policiers qui, dans le cadre légal des lois, puissent évidemment réagir. Et là, manifestement, ce qui se passe à Chanteloup, si j'ai bien compris ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas assez, donc il faut leur donner les moyens. Nous n'avons pas d'autre choix que de celui d'assurer une fermeté républicaine, mais qui passe par des actes. C'est-à-dire d'abord plus de policiers expérimentés sur les terrains les plus compliqués. Selon les premières hypothèses, les violences seraient liées à un projet de la mairie qui dérange l'économie souterraine, celui de réhabiliter un bâtiment où a lieu du trafic de drogue, mais pas seulement. Il y a cette espèce de compétition lamentable, mais qui existe, d'un endroit à l'autre, d'une ville à l'autre, avec des vidéos lamentables qui circulent, le concours étant celui qui cassera le plus de flics, il faut quand même dire les choses. Cette grande structure en bois, réhabilitée l'an dernier pour 800 000 €, sera reconstruite dans moins d'un an. C'est en tout cas ce qu'a assuré le département des Yvelines ce matin. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Nadia Eb, bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Camille Bedin, bienvenue à vous également, conseillère départementale d'hiver droite des Hauts-de-Seine. Yacine Lamaoui, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes candidat investi par La République En Marche à Sainte-Geneviève-des-Bois pour les municipales prochaines, responsable national du programme Action Quartier. Renaud Epstein, bienvenue. Vous êtes sociologue, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Merci à tous les quatre d'être ici. Une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Ce sont les mots d'Édouard Philippe qui ont été beaucoup commentés aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord, Camille Bedin? Est-ce que les mots sont justes? Ou est-ce que ça vous a aussi, j'allais dire, horrifié comme beaucoup? Mais le problème, c'est que la question, c'est même plus de savoir si c'est juste ou pas juste, c'est qu'on n'arrive plus à avoir de débat serein sur ce qui se passe dans nos quartiers. Mais définir les choses et bien les dénommer, est-ce que c'est pas déjà par là que ça passe? Oui, mais dans ce cas, vous attendez, bien sûr, mais vous attendez que la justice, vous dites, il y a des jeunes qui ont qui doivent être sanctionnés, ils doivent être sanctionnés, point. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas quel mot on utilise pour les qualifier, c'est qu'est-ce qu'on fait. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on a ce type de débat, on parle des mots, voilà. Non, ça ne fait qu'énerver tout le monde dans un sens ou dans l'autre, et du coup, on ne peut pas aborder les solutions de façon sereine. Et on va y venir dans cette demi-heure de débat, je vous le promets. Mais juste quand même, on va terminer ce tour de table sur les mots choisis par Édouard Philippe. Renaud Epstein, est-ce que pour vous, les mots sont justes, et est-ce que bien définir, c'est déjà bien définir le problème ou pas? Imbécile et responsable, moi je ne les connais pas, je sais pas, donc je ne peux pas juger. Peut-être que Édouard Philippe, lui, sait qui sont ces
ces délinquants qui sont des imbéciles, je le laisse en juger. En revanche, à la différence de ma voisine, je pense que les mots sont importants. De manière générale, bien qualifier les problèmes, c'est se donner les moyens de peut-être avoir un débat un peu serein sur la nature des problèmes qu'on cherche à traiter et les traiter. Voilà, mais donc qu'on laisse peut-être de côté cette question, est-ce qu'il est imbécile, irresponsable, ça c'est un épiphénomène, et qu'on en vienne effectivement, et là-dessus je vous rejoins, sur la qualification de la nature des problèmes qu'on a dans nos quartiers populaires. De manière générale, peut-être spécifiquement, parce que je ne suis pas sûr que les difficultés qui sont aujourd'hui celles de Chanteloup-les-Vignes ont un quelconque rapport avec celles de Saint-Denis, de Vierzon, de Marseille, etc. Voilà. Alors c'est intéressant que vous parliez d'épiphénomène, parce que je disais les mots d'Édouard Philippe ont beaucoup fait réagir, et je vais vous faire réagir dans un instant, notamment à droite. Je vous cite la réaction de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Les incendiaires de Chanteloup-les-Vignes ne sont pas des imbéciles et des irresponsables, comme le dit Édouard Philippe. Ce sont des criminels qui veulent affaiblir la République. Tant que les réponses politiques et pénales seront aussi faibles, cette situation ne changera pas. Nadia, il va très très loin. Il nous parle de criminels et surtout pas d'imbéciles et d'irresponsables. Enfin, moi, ce que j'ai à répondre à ça, parce que c'est bien ça la question, justement d'apporter un commentaire sur les propos du Premier ministre. L'idée, moi je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est pas tant de s'attarder sur la sémantique ou les mots utilisés. Effectivement, est-ce que l'acte est irresponsable? Oui. Est-ce qu'il est imbécile? Oui. Est-ce qu'il est commis par des voyous? Oui. C'est tout ça, c'est tout ce que ça veut dire. Maintenant que Bruno Retailleau et la droite restent campés sur une question de sémantique, c'est ce qu'ils ont fait depuis des années. Et on voit où ce que ça nous a conduit. On préfère être dans l'action. On va répondre sur la question qu'est-ce que l'on a fait depuis 2 ans et demi. Ça, on peut y répondre. Maintenant, rester campé sur une question de sémantique, je pense qu'on a autre chose à faire aujourd'hui. Oui, alors vous avez l'air de dire que c'est un tout petit débat. Pourtant, certains disent que c'est en dessous de la réalité et que c'est symptomatique d'une non-prise de conscience des autorités publiques sur le réel problème. Les mots sont quand même importants. Je vais terminer ce tour de table peut-être avec Yacine Lamaoui. Je rejoins un peu ce qu'a dit Mme Beudin. Ça fait 40 ans qu'on constate et qu'on analyse les phénomènes de violence à l'endroit des quartiers. On n'a jamais résolu le problème. Je pense que le Premier ministre a plutôt exprimé de la lassitude, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut faire toute une littérature à l'endroit des quartiers, les problèmes demeurent depuis 40 ans. Là, il y a une certaine mutation, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, de la violence. Bien sûr. Mais fondamentalement, il y a une lassitude, il faut y répondre. Et droite comme de gauche, on n'a jamais réussi. Depuis 2 ans et demi, je pense qu'il y a des mesures intéressantes qu'on va développer tout à l'heure pour répondre à cette urgence-là dans les quartiers. Mais fondamentalement, c'est que peu importe la sémantique, là, les gens de droite insistent beaucoup sur la répression. On en a fait de la répression, on n'a pas eu de résultats probants. D'autres disent qu'il faut faire de la prévention, on en a fait aussi. Il faut peut-être un peu des deux, peut-être la vérité entre les deux. Bref, c'est ça le débat en fait. Camille Beudin. Non, mais le vrai sujet dans ce que dit Bruno Retailleau, c'est pas criminel, imbécile ou je ne sais quoi. C'est est-ce que les réponses, et il parle de réponses pénales, sont à la hauteur. Là, il y a un sujet. Mais on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que depuis 40 ans, et j'inclus les 2 dernières années et demie, il y a eu des choses bien qui ont été faites. La question, c'est et la gauche, la droite, il y a eu des choses bien, il y a eu des réponses. Encore la semaine dernière, dans le rapport qui concernait la Seine-Saint-Denis, il y a des solutions qui sont intéressantes. Le sujet, c'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi on n'arrive pas à les faire marcher? Et là, l'une des réponses, il y en a plein. L'une des réponses que j'apporte, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un pilotage de ces réponses sur le terrain qui fonctionne. Donc on saupoudre 75 milliards d'euros en 40 ans. On parle de 5 millions de personnes qui sont concernées par ces quartiers populaires. On parle de 5 millions de personnes. Donc on met des moyens considérables. Et à un moment donné, le sentiment que beaucoup ont, c'est que ça n'arrive pas sur le terrain. Ça arrive quand il y a la rénovation urbaine, c'est à peu près le seul endroit où on le voit physiquement. Sinon, ça n'arrive pas sur le terrain. Et l'une des réponses, c'est que ça passe. Et on est à 6 mois des municipales, et moi je pose le sujet maintenant, c'est que ça passe par un pilotage local, par les élus locaux, que ce soit les maires ou les agglomérations, les collectivités, et qu'on puisse au niveau local... Parce que là, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe sur le plan éducatif, sur le plan de la prévention. On peut piloter les médiateurs qui sont dans les rues. On peut travailler avec les associations. On peut travailler avec le procureur et avec la justice sur le volet sanctions et répression. Là, on a un pilote dans le bateau. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et il faut qu'on arrive à ces réponses-là. Sinon, qu'elles soient bonnes ou quel que soit le gouvernement qui les met en place, on a un sujet d'efficacité de la réponse. Alors, vous avez posé ce sujet. Je sens que ça fait réagir en plateau. J'ai juste vous lire quelques témoignages des habitants de Chanteloup-les-Vignes qui sont à lire dans Le Monde. Neuza Tomasi, directrice et fondatrice de cette école sociale du cirque qui a été incendiée, elle nous parle d'avertissements reçus depuis 1 mois et demi avant l'incendie. Voilà ce qu'elle nous dit. On a tailladé au couteau les pneus de notre camionnette et ceux des voitures des professeurs. Pierre, habitant du quartier de la Noé depuis 40 ans, il nous dit il y a du deal comme partout et des dégradations aussi, mais on ne s'en occupe pas, on ne voit rien.
On ne dit rien. Un autre nous dit tous les soirs, la cité est plongée dans le noir. La ville est prise en otage par une cinquantaine d'individus qui ne veulent pas qu'on dérange leurs habitudes. Écoutez ces deux autres témoignages recueillis cette fois par nos confrères de France Info. On sent qu'il y a de la tension, quand on sent que le soir, c'est prêt à repartir. Je veux dire, hier, il n'y avait pas de doute, on sentait que ça allait repartir. Ça a toujours été chaud, Chanteloup, faut dire la vérité. Il y a des coups de chaud de temps en temps. Depuis le début du mois d'octobre, nous avons différentes interventions suite à des guet-apens sur Mantes-la-Jolie, sur Sartrouville, sur les Mureaux, sur Trappes, là maintenant à Chanteloup. Le sentiment, c'est de la colère. On a un manque d'effectifs. Alors, il y a le problème de la police et il y a le problème des habitants où certains ont pris l'espace, ont pris le Nadia. Enfin, c'est tout ce débat qui est fait autour de ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes. On a l'impression qu'on découvre les violences urbaines. Les violences urbaines, on ne les découvre pas. Ah non, on ne les découvre pas, non. On ne les découvre pas, c'est des décennies que ça dure. Non, personne ne les découvre, on dit juste que ça recommence. Voilà, et ça recommence parce que justement, je crois qu'il y a un vrai sujet. Ça a été dit tout à l'heure, enfin là à l'instant par un témoignage, c'est que des individus qui ne veulent pas qu'on dérange leurs habitudes. C'est très clairement ce qui se passe. C'est-à-dire que là où on met un peu plus de bleu, Chanteloup-les-Vignes, je le rappelle, est placé en quartier de reconquête républicaine. Ce qui veut dire qu'on a mis plus de forces de l'ordre sur le terrain. Pourquoi ? Pour aller justement démanteler ces trafics, pour également rétablir le lien entre la police et la population, qui a été fracturé depuis des années, parce qu'on les a très souvent opposés par une politique sécuritaire très dure, qu'on a voulu justement mener il y a quelques années, tout en réduisant le nombre des forces de l'ordre. Ça a été une erreur de vouloir conduire des mesures répressives en réduisant le nombre des forces de l'ordre. Et c'est ce qui a conduit, je pense, en partie à cette fracture entre la police et la population. Donc on veut rétablir ce lien-là, mais à côté de ça, on veut remettre du bleu dans les quartiers pour aller démanteler ces trafics. On les dérange évidemment. Je voudrais aussi revenir sur je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez évoqué des solutions qui ont été mises en place depuis des années. Mais le problème qu'on a rencontré, c'est que très souvent, on a agi en silo. On agit en silo sur l'éducation, on agit en silo sur l'aspect sécuritaire, on agit en silo sur la culture. Et pour faire fonctionner tout ce monde ensemble, eh bien, c'est ce qui nous a manqué et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 2 ans et demi. Moi, je rappelle juste un exemple pour rester sur l'aspect sécuritaire, mais je peux vous en citer d'autres avec l'éducation et ce qu'on est en train de faire avec les cités éducatives, je vais y revenir. Mais sur l'aspect sécuritaire, on a créé ce qu'on appelle l'OFAST. Donc, c'est une organisation qui rassemble aussi bien les forces de l'ordre, donc police, gendarmerie, que le ministère de la Justice, que le ministère des Armées, que le ministère des Affaires européennes et des Affaires étrangères, pour justement aller lutter au plus proche du terrain les trafics en tout genre, et vous l'avez dit monsieur, parce qu'il y a des problèmes différenciés en fonction des territoires, et donc on doit apporter une solution différente selon les territoires. Et pour cela, il faut justement organiser des structures qui agissent de manière différenciante. Et pour revenir rapidement, là on a parlé beaucoup il faut que la parole tourne, je vous en de répression, mais il faut parler aussi de prévention. C'est vous qui en parlez, notamment avec l'éducation. Quand on met en place ces cités éducatives, c'est justement faire travailler tous les acteurs en lien avec l'école, qui inclut également les parents, mais également le milieu associatif, culturel, pour justement agir au plus près, encore une fois, des besoins de chaque habitant et chaque enfant. C'est formidable et très sincèrement, je trouve que c'est de bonnes choses. Mais maintenant, pourquoi je pense que ça ne marchera pas ? Parce qu'on est dans une structure administrative hyper centralisée et que tout cela n'arrive pas sur le terrain. Donc il faut un pilotage local, des agences, des observatoires, de l'interministériel. Il y en a dans tous les sens dans 40 ans. Donc depuis 40 ans, redonnons la main à ceux qui sont sur le terrain. Renaud Epstein. Oui, bonjour. J'observe ce débat. Alors, vous passez votre temps à dire la même chose en disant que vous n'êtes pas d'accord, mais vous dites en gros la même chose. Et donc, c'est formidable si vous êtes d'accord. Moi, je me permettrais juste d'avoir deux petits désaccords. Petit désaccord d'abord sur la radicalité. En fait, ce que vous nous dites, on travaille trop en silo, il faut que tout le monde travaille ensemble, il faut que ça parte des élus locaux, du maire, du terrain, etc. En réalité, c'est ce que propose la politique de la ville depuis le rapport du Bedou, donc depuis 1982. Donc, voilà, peut-être se poser la question de savoir pourquoi ce discours continue à être tenu 40 ans plus tard et que ça se met pas en œuvre. Bon, mais je pense pas que c'est quel est votre discours c'est pas dans les 15 minutes. Et puis, un deuxième point, alors là, je suis en désaccord. Vous avez cité un chiffre, on a mis 75 milliards depuis 40 ans. Alors là, ce chiffre, il sort de nulle part. C'est extrêmement problématique ce discours qu'on nous ressort à chaque fois qu'il y a des émeutes, etc. Les banlieues, on met des milliards, et puis après, vous avez vu, ils font des émeutes, etc. Or, le problème, c'est que la réalité, ce qu'on oublie toujours de dire, et qui est solidement établi, les pouvoirs publics dépensent beaucoup moins d'argent dans les quartiers prioritaires, les quartiers populaires de la politique de la ville, que
pour les autres quartiers, beaucoup moins. Et on donne l'impression qu'on en fait trop pour les banlieues, etc. Or, ce n'est pas le cas. L'éducation nationale, on met beaucoup plus d'argent pour les enfants des bourgeois que pour les enfants des prolos. D'accord, mais je suis totalement d'accord avec vous. Comme c'est pas vous ce qu'avez dit ça, je dis qu'il y a un sujet d'efficacité, mais soyons précis, vous avez raison. Dans nos quartiers, par exemple, on a 2 fois plus d'enseignants de moins de 30 ans. Ça veut dire sans expérience, dans les endroits où on a besoin des meilleurs et de ceux qui ont la plus grande expérience derrière eux. Donc je suis d'accord, il y a un problème d'efficacité et c'est l'espoir que j'ai dans le rapport sur la Seine-Saint-Denis, c'est qu'enfin on parle de l'efficacité des moyens des pouvoirs publics dans nos quartiers. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Oui, votre témoignage tout à l'heure, il y a un verbe qui est sorti, on sent, sentir à chaque fois. C'est vrai, il y a la violence à proprement parler, qu'on n'arrive pas d'ailleurs à mesurer et à analyser, et la violence ressentie. Et dans ces quartiers-là, il y a effectivement 5 à 6 millions d'habitants, il y a de la violence ressentie. Comment elle se matérialise? À leur endroit, encore une fois, il y a discrimination, inégalité, injustice, abus de pouvoir, abus d'autorité. C'est globalement la sémantique classique, l'histoire que les habitants sentent. En face, les institutions de la République leur envoient, structurellement, soit de la violence, soit de la froideur. Donc quelque part, le premier sujet dont il faut parler, que moi je le regrette un peu parce qu'on l'évoque jamais. Allez-y. C'est vraiment, il faut trouver une histoire avec ces habitants-là. La République doit signer un contrat avec ses habitants, si je puis le dire. Parce qu'on va continuer. Retisser un lien. Ce sont des Français, on a besoin d'eux, ils concourent à la richesse de la 5e puissance mondiale, ils sont formidables, ils sont géniaux. Et là-dedans, il y a des ratés. À cause de qui? Bien sûr, un certain nombre d'acteurs, à cause de la politique publique dite et faite depuis 40 ans. Mais fondamentalement, les élus, les pouvoirs publics, les institutions n'insistent pas sur le récit. Qui sont-ils? Ce sont des Français. En marge de quoi? En plus des métropoles, donc des zones de richesse. C'est ça le plus important. Et la première question dont on ne parle jamais, et malheureusement quand je l'évoque, on me sort l'excuse sociale, c'est comme l'aménagement du territoire. Pour être très clair avec vous, mon père, quand il est arrivé en France, il n'a pas eu un QCM entre Neuilly-sur-Seine et Grigny. Oui. On l'a mis à Grigny. Donc qui est maître d'œuvre en matière de stratégie de peuplement et d'aménagement du territoire, qui fait qu'in fine, on entasse toujours les mêmes gens. C'est ça les questions de fond. Voilà. Oui, Nadia, vous vouliez réagir? Moi je voulais aussi réagir. Bon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Yacine, mais je voudrais aussi apporter une nuance dans ce que vous dites. Vous dites on a mis des milliards dans les quartiers et les choses ne se sont pas arrangées. Elle a surtout insisté sur l'efficacité quand même à sa décharge. Voilà. Elle et pas sur dit l'efficacité, comme quoi c'était pas efficace. Si c'est bien ça. Moi, je prends l'exemple de la ville que je connais le mieux, c'est celle où j'ai grandi, où j'ai passé presque 30 ans, c'est la ville de Trappes. Moi, je ne peux pas dire que ça n'a pas été efficace. Quand on voit le programme de rénovation urbaine, et ce n'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est Jean-Louis Borloo qui l'a mis en place, ça a donné des effets. On passe de taux de logements sociaux de 78, enfin presque 80% à 58%. La ville s'est transformée. Il y a des quartiers qui se sont transformés. Là où on n'a pas été bon... l'image qu'on voit derrière vous, c'est un centre de cirque pour les enfants, justement, qui était pour le social, qui a été financé par l'argent public. Oui, mais ça, j'ai aucun... Non mais voilà, je vais dans votre sens. Effectivement, ce sont des choses qui ont été faites pour les quartiers. Exactement. Il y a des centres culturels qui ont été financés par cet argent-là. Vous avez la maison des associations. On a un tissu associatif qui est juste extraordinaire dans les quartiers. Donc il y a des choses qui ont été faites et des choses qui sont efficaces. Il ne faut pas non plus réduire la question des quartiers avec les images terribles qu'on a vues de Chanteloup-les-Vignes. Ce n'est pas uniquement ça ce qui se passe dans les quartiers. Il se passe des choses formidables. Mais là où je veux en venir, c'est que effectivement, nous avons mené des mesures sur la rénovation urbaine, mais à côté de ça, on n'a pas travaillé le reste. On ne s'est pas dit, tiens, on va les mettre du dynamisme économique dans les centres-villes. Donc, on va aller installer des commerces. On ne s'est pas dit, tiens, on va refaire les écoles. Rôle des élus locaux, madame, on est complètement d'accord. Mais c'est pour ça absolument d'accord. Notre majorité va dans le même sens que la vôtre, parce que justement, dans les programmes de rénovation urbaine et le nouveau programme de rénovation urbaine, on accorde plus de pouvoir aux élus locaux. Donc, on va complètement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans les acteurs clés et les habitants des quartiers. Puisque vous parlez de ces élus locaux, sont-ils très seuls face à un phénomène qui les dépasse? Que peuvent-ils faire? À leur échelle, on a justement posé la question au sénateur Olivier Léonard, qui a longtemps été maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Il est au micro de Fanny Conqui, vous le connaissez. Il est en salle des conférences avec Fanny Conqui, vous allez pouvoir répondre après. En fait, quand je suis là, il vient. Olivier Léonard, vous avez été maire de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois pendant plus de 15 ans. Que peut faire un élu local quand il est confronté à de telles violences? D'abord, être en permanence sur le terrain, c'est-à-dire être en contact avec les associations, en contact avec tous ceux qui sont les acteurs de ces territoires. Évidemment, la police, les pompiers, tous les services publics qui peuvent exister sur le terrain et qui sont, je dirais, dehors,
qui sont au contact de la population, et en particulier dans les quartiers, il faut le dire, les quartiers les plus difficiles. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que peuvent faire les élus locaux pour éviter ces violences-là, ces violences urbaines? Alors, je ne suis pas sûr que les élus locaux puissent, en tant que tels, faire quelque chose immédiatement par rapport aux violences urbaines. Elles peuvent les prévenir, c'est vrai, avec toutes les activités qu'on peut mettre en place. Je pense qu'on peut mobiliser avec l'école aussi toute une série de choses particulières qui aboutissent à faire en sorte que les jeunes ne se sentent pas abandonnés. Mais on peut aussi, et je crois que c'est très important, on l'a vu à l'occasion de ces affaires, c'est avoir un travail avec la police et obtenir qu'on ait les vraies forces de police dans nos territoires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a certaines communes, justement, qui sont un peu délaissées et des élus locaux qui sont laissés seuls face aux soucis? Moi, je suis un élu de la grande couronne parisienne. Mais je pense qu'en province, vous avez le même type de situation. C'est-à-dire le cœur de la métropole, Paris ici, mais dans d'autres départements, Bordeaux ou Lyon, on voit bien que plus on s'éloigne du centre-ville, moins il y a de moyens, si vous voulez, à la fois financiers pour les collectivités et à la fois en termes de police, de sécurité, de force de l'ordre. Et ça, si vous voulez, c'est de plus en plus prégnant. C'est une réalité auquel tous les élus de banlieue sont concernés et qui doit être modifiée dans un délai d'un autre niveau de délai, quoi. Donc pour vous, il y a une question de financement et de présence policière, notamment, qui peuvent répondre à ce souci-là. Je ne sais pas si ça peut répondre, si vous voulez, en termes de prévention. Ça répond immédiatement quand les problèmes se posent. Après, il y a des politiques à mettre en œuvre sur le moyen et le long terme pour permettre à ces banlieues, à ces quartiers, de montrer de pouvoir constater qu'ils ne sont pas abandonnés. Et puis, je vous le dis, je crois qu'il faut aussi faire la différence entre 99% des gens, qu'ils soient jeunes ou pas, et les délinquants. Et moi, je dis, on dit les voyous, on dit les délinquants. Pour certains, c'est des criminels. Quand on incendie un bâtiment comme ça l'a été à Chanteloup-les-Vignes, on est dans un autre monde. Merci Olivier. Je vous en prie. Merci Olivier Léonard d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci Fanny. Yassine Nemaoui, vous aviez envie de réagir. Oui, on peut pas être. Il est évident qu'on ne va pas dire aujourd'hui qu'on est contre les élus locaux. On a évidemment besoin d'eux. Je suis moi-même élu municipal d'opposition face à monsieur le sénateur. Donc je ne peux que l'accompagner. Et une chose, c'est que j'habite le quartier dans lequel monsieur Léonard a été élu, il cite. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les quartiers? On trouve beaucoup de forces associatives. Oui. Abandonnées parfois par les pouvoirs publics locaux et intercommunaux en matière de financement de subventions, d'octroi de locaux, etc. Donc souvent les forces associatives sont livrées à elles-mêmes. Deuxième chose, et moi j'ose le dire, c'est qu'il y a un clientélisme municipal. Il faut le dire un jour ou l'autre, voilà, qui a été construit, entretenu, alimenté et par la gauche et par la droite. Moi dans mon territoire, je le dis. C'est-à-dire très concrètement? Très concrètement, les élus, je parle de mon territoire, du Parti socialiste, voilà, ont une politique sélective à l'endroit de certaines associations qui fait que ça crée des concurrences stériles et malsaines. Et en fonction de ce que les associations peuvent leur apporter en termes en termes de voix, etc. Et vous ajoutez dessus la politique dite des grands frères, puisque X frères rapportent X voix, donc du coup, en coefficient, il marche beaucoup au niveau association, au niveau subvention. Bref, il y a un marasme de choses qu'on ne dit pas assez peut-être à la télévision, et que la droite comme la gauche, mais je parle de mon territoire qui est un territoire de gauche, il y a un clientélisme qui ne dit pas son nom, qu'il faudrait condamner. C'est pour ça, très concrètement, dans ma ville à Saint-Geneviève-des-Bois, il y a plus d'1 million d'euros qui est versé à des associations. Et c'est souvent 4-5 grosses associations qui captent les choses, qui sont filiales des grosses fédérations françaises. Bien sûr. Et pourquoi là, il n'y a pas un fléchage sur les vraies, petites, véritables associations? C'est là qu'il faut les aider. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites et je vous remercie de le dire parce qu'on est là dans la réalité du terrain qu'on essaye de donner depuis le début en parlant de ce qui se passe vraiment, en disant que, par exemple, l'argent qu'il y a et qu'il y en ait trop ou pas assez, on ne le voit pas dans la réalité, et le sujet il se passe sur le terrain. Donc, je suis d'accord avec vos propos totalement. La seule nuance que j'apporte, c'est que le contrôle ne doit pas se faire, encore une fois, à des échelons plus centraux, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, mais par les citoyens eux-mêmes. Et je pense qu'on se retrouvera aussi sur ce point. Quand on voit dans nos quartiers l'effervescence
des actions citoyennes, des gens qui se prennent eux-mêmes en main, qui montent leurs associations, qui s'occupent de leur cage d'escalier, qui nettoient, c'est le cas dans les quartiers nantais où je suis élue, qui nettoient eux-mêmes les rues de leur quartier pour essayer de donner une meilleure image, qui s'investissent, et des actions comme ça, il y en a des milliers. C'est par eux que doit revenir le contrôle. Et la vraie démocratie, c'est celle qui passe par les citoyens demain, qui va leur rendre la parole. Mais là aussi, ça se joue au niveau local, par raviver les conseils de quartier, faire en sorte que les associations aient réellement la parole. Ils peuvent rien faire contre ces bandes qui ont brûlé, par exemple, le centre de cirque de Chanteloup-les-Vignes. Alors, ils peuvent agir. C'est pas à eux d'agir en premier, mais ils peuvent agir. Parce que là, ils peuvent agir leur centre dans lequel les enfants ne peuvent plus aller. Agir. Je pense aux associations de mamans qui se montent de plus en plus. Et il y en a un Nanterre qui enfile les gilets fluo, pour pas parler de gilets jaunes, et qui vont dans les quartiers pour essayer, devant les écoles, etc., qui elles-mêmes se mettent au contact. Il y a le discours de responsabilisation. On peut ouvrir entre guillemets, des espaces parents, des écoles de parents dans les établissements scolaires. Il y a plein de solutions qui existent pour responsabiliser et faire renaître les initiatives citoyennes. Et pour alimenter cette discussion, je voudrais juste vous citer Michel Aubouin, ancien préfet, dans Valeurs Actuelles. Voilà ce qu'il nous dit. Je sais que ça va vous faire réagir, Renaud Epstein. Chanteloup-les-Vignes est d'autant plus un symbole que la ville était présentée comme exemplaire. Le quartier a bénéficié de très lourdes réhabilitations et il a aujourd'hui une belle allure. Ce n'est pas l'urbanisme qui crée la délinquance, pas plus que ce n'est le chômage ou la pauvreté. Renaud Epstein. Oui, écoutez, je vais pas dès qu'il y a un facho qui dit des choses dans Valeurs Actuelles, on va commenter. Je suis pas sûr que sur la base du débat, qu'il ait été préfet ou pas, change rien. Ceci étant dit, que ce soit pas l'urbanisme qui crée la délinquance, on peut qu'en convenir. Qu'est-ce qui crée? Alors là, en l'occurrence, le point de départ, c'est cet incendie. Mais si on parle plus globalement de l'insécurité, des sentiments d'insécurité dans les quartiers. Il y a quand même un problème qu'on n'évoque pas là, qui est le problème, plus généralement, des modes d'intervention policière dans ces quartiers, qui ne sont pas à l'origine de la délinquance, mais quand même, on est dans un pays dans lequel on a une police qui ne répond pas à la demande de sécurité. On a historiquement, structurellement, une police... C'est-à-dire, puisque quand elle y va, elle se fait caillasser. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pourquoi est-ce que, dans tous les pays du monde, en tout cas d'Europe, on a une police qui répond d'abord à la demande de sécurité des habitants avant de répondre aux besoins de protection de l'État? Historiquement, structurellement, la police française, elle est organisée pour protéger l'État, pas pour protéger la société. Et alors, pendant longtemps, on le voyait que dans les quartiers populaires, où il y avait ces problèmes. Désormais, avec les gilets jaunes, on a bien vu dans la répression des gilets jaunes, il y a un vrai problème. Je veux dire, avoir une société dans laquelle il y a un tel divorce entre la police et la population, c'est mortifère. Mortifère oui, mais pour alors, la police. C'est pas vraiment d'où il vient au départ, quand même. Non, mais peu importe d'où il vient. Aujourd'hui, on est dans une telle dynamique. La question, c'est comment on en sort. Et de ce point de vue-là, on peut attendre de la police qu'elle ait une capacité de réforme qui soit quand même plus importante que la société elle-même. Oui, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, je suis assez d'accord avec vous. D'accord avec vous, parce que moi, j'ai vécu, encore une fois, je rappelle, presque 30 ans dans les quartiers, je peux dire, les quartiers de Trappes. Et l'affrontement entre la police et la population, je le connais. Ça a rythmé ma jeunesse. Maintenant, ce qu'on est en train de faire depuis 2 ans, et ça j'insiste, parce que c'est important, on a mis en place ces quartiers de reconquête républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, les quartiers de reconquête républicaine? C'est qu'on met des effectifs supplémentaires. Comment ça se traduit sur le terrain? Je vais vous parler encore une fois d'une ville que je connais bien, qui est en quartier de reconquête républicaine. En l'occurrence, à Chanteloup-les-Vignes, il manquait des voitures samedi soir. Il manquait, ce qui peut arriver... Moi, je vais vous parler de votre territoire, mais ce qui se passe en France, c'est pas tout à fait ce qui se passe à Trappes. Non, mais bien évidemment, ce que rencontre Chanteloup-les-Vignes rencontre aussi Trappes. Parfois, il n'y a pas de véhicules, mais les patrouilles, il y a 15 effectifs supplémentaires. 5 pour renforcer les trafics de stupéfiants, 10 pour rétablir le lien entre la police et la population. Je suis allée à la rencontre de ces policiers qui patrouillent à pied pour rétablir ce lien entre la police et la population, pour évacuer les halls d'immeubles, pour repérer justement tout comportement qui pourrait justement montrer un quelconque trafic ou autre. Je suis allée à leur rencontre, ils sont satisfaits de cette mesure et de la façon dont ils patrouillent aujourd'hui et le lien qu'ils sont en train de rétablir avec la population. Je suis allée à la rencontre des commerçants qui sont également satisfaits de voir on a le préfet la police. Qui nous dit aujourd'hui il y a des concours entre quartiers pour casser du flic. Non, mais parce qu'il y a un sentiment aujourd'hui, il y a une violence qui a augmenté dans notre société, qui n'est pas liée uniquement, encore une fois je le répète, au quartier prioritaire ou au quartier politique de la ville. On a vu avec les Gilets jaunes.
jaunes, on l'a vu dans d'autres types de manifestations où la violence s'exprime, même sur ceux qui sont défenseurs du climat, où la violence s'exprime. C'est la société qui aujourd'hui... il y avait des émeutes en 2005 c'est dans un les mal quartiers, de la... c'est pas quelque chose de... C'est un mal de la société, mais vous l'avez dit vous-même, pendant un certain temps, il n'y avait plus, justement, ça s'est calmé, ça s'est atténué. Revenir juste sur les déclarations du maire, du sénateur maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, parce qu'il a dit quelque chose, moi, qui m'a profondément choquée. C'est-à-dire que, quelque part, c'est presque une démission de l'élu local. Or, l'élu local, c'est l'acteur clé majeur de sa ville. C'est lui qui fait citer. C'est lui qui a un pouvoir. Enfin, Yacine Lamaoui parlait de clientélisme. Alors, non, mais justement, ça dépend comment... confiance dans l'élu local s'il va à la pêche aux voix. Voilà, exactement. Ça dépend comment vous voyez votre mandat. Et toute une question d'engagement. À quel niveau d'engagement vous êtes? Moi, je vois encore une fois, je suis désolée, je parle d'un territoire que je connais. Alors, Yacine Lamaoui, mais je peux vous dire, sur la rénovation urbaine, le pouvoir aujourd'hui a été redonné aux collectivités locales, notamment aux maires, aux présidents d'agglomération, avec le nouveau programme que nous avons mis en place. Le maire aujourd'hui peut décider de mettre en place des expérimentations, et c'est ce que nous avons fait à Trappes avec les ateliers à visée philosophique dans les écoles. C'est un engagement aussi du maire que nous avons fait ensemble. Donc il y a des choses qui sont faites par l'élu local, et ça, faut pas s'en dédouaner. Très rapidement, puisqu'on a une minute, en fait c'est un combat perdant-perdant fondamentalement. Il faut faire République. La République, c'est la communauté d'hommes libres. Là, avant, les jeunes ou peu importe qui, on se plaignait et du coup on brûlait le conteneur, on cassait les abribus. Il y avait une demande peut-être de reconnaissance, on s'exprimait de violence. Là, en fait, compte, c'est la mutation. La violence a muté, c'est que là, on cherche un défi avec les flics, la police, excusez-moi. On cherche avec Snap, on s'organise, on va chercher un défi. Et tout le monde est perdant dans ce jeu-là. Je veux dire par là, c'est que les policiers souffrent aussi de leur traitement et de leurs conditions d'exercice. Monsieur Castaner a revalorisé leur traitement. Plus, il y a un règlement des heures supplémentaires. C'est un gros sujet chez la police. Monsieur Castaner y a répondu partiellement. Plus la rénovation de leurs moyens, comme les commissariats. De l'autre côté, les jeunes aussi cherchent un moyen de reconnaissance par l'État. Ça passe par le travail, par l'école, etc. Là aussi, tout un travail est fait en ce moment. Et puis, troisièmement, la seule chose qui a existé dans les quartiers, c'est trois choses même. C'est la police. Pas assez, c'est un débat éternel, ça ne se résout pas comme ça. Parce que si on met tous les policiers à Trappes, il en manquera à Vierzon ou à Marseille. Donc c'est un faux sujet. Deuxièmement, c'est la discrimination positive. Toutes les politiques publiques transversales ont eu ce corollaire-là de discrimination positive. Ça ne marche pas assez. Et enfin, troisièmement, c'est l'ANRU. Donc on a touché au bâtiment, on a fait des phénomènes de rattrapage et on a mis pas ou peu de police. Et du coup, cette équation-là, c'est pas la bonne solution pour moi. Camille Beudin, pour conclure. En un mot, moi je suis optimiste en réalité, dans la mesure où on rendra le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain, les citoyens, les élus locaux, les associations. C'est par eux qu'on trouve les solutions. C'est en passant par les établissements scolaires, c'est en passant par tous ceux qui permettent de trouver du travail. Le travail est un point très important pour les jeunes. C'est en rendant le pouvoir aux habitants et aux acteurs de terrain. On a les marges de manœuvre si on veut les prendre. Faites-nous confiance. Et on va terminer sur cette note d'espoir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. En attendant, vous retrouvez Audition publique et l'invité ce soir est Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée sur Public Sénat.